l'essor des chemins de fer, comme vous le savez, l'essor des grandes constructions de toute nature, et qui va démarrer en Angleterre à la fin du XIXe siècle, quand on va surtout maîtriser la capacité à utiliser du charbon de terre, et non pas du charbon de bois, parce qu'on a fini par couper beaucoup d'arbres en Angleterre, on le préservait pour la marine. Et ce charbon de bois, il va servir à produire du métal, du fer, de la fonte d'abord, et puis du fer qu'on va savoir affiner, produire en éléments laminés de grande dimension, percé, assemblé par des rivets, et toute cette technologie se met en place dans les années 1840-45. Et cette émergence technique d'un nouveau matériau, non pas nouveau au sens que le fer, on le connaissait déjà, non pas depuis la plus haute antiquité, mais depuis, disons, 1500 avant notre ère, mais on l'utilisait en petite quantité pour faire des crampons, des chaînages, des petites choses, des petits éléments d'assemblage, mais pas en grande dimension et en grande quantité, parce qu'on ne savait tout simplement pas le produire en quantité suffisante. À partir des années 1845, on sait le produire industriellement, on sait produire ce qu'on appelle des profilés qu'on va laminer en longueur, qui sont des plats, des cornières, des éléments en forme de T, en forme de I, en forme de L, un vocabulaire assez simple en fait, d'éléments de base qui vont être assemblés par des rivets et qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour construire des constructions qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. En associant notamment le fer et le verre, ici comme dans ce Crystal Palace de l'exposition universelle de Londres en 1851, vous voyez qu'on fait des bâtiments énormes, des dimensions jamais vues. Il y a même un arbre, vous voyez, qu'on a conservé, qui était là avant. Et c'est un bâtiment évidemment magnifique qui a disparu aujourd'hui, qui était construit à Londres, à Hyde Park. En France, on va, dans les années qui vont suivre aussi, commencer à utiliser du métal, du fer, associé à du verre pour faire des verrières. Ici, vous reconnaissez une des rues intérieures d'un des pavillons de Baltard, bien sûr, des Halles de Paris, malheureusement démoli. Il reste un pavillon tout de même à Nogent qui vaut le coup d'être vu et qui sert aujourd'hui de salle de spectacle. Donc c'est Halles de Baltard qui utilise aussi pour la première fois, une des premières fois, du fer visible. Vous voyez ces poteaux métalliques, ces charpentes métalliques, et qui vont contribuer à, au fond, définir une nouvelle architecture. On n'est plus dans l'architecture classique en pierre, même si on a toujours des colonnes, des chapiteaux, des arcs, mais on est quand même dans une invention nouvelle, une architecture nouvelle, parce que on commence à utiliser ce nouveau matériau qui va ouvrir des perspectives en termes de portée, en termes de transparence, de légèreté, et c'est quelque chose qu'on va retrouver très peu de temps après ici dans le palais de l'exposition universelle de 1855, construit sur les Champs-Élysées, qui a disparu aujourd'hui. Vous voyez cette grande verrière, cette capacité à rassembler des foules, à éclairer. Donc on est vraiment dans une révolution industrielle, mais qui donne naissance à un nouveau matériau, bien sûr, et qui s'accompagne aussi de nouveaux besoins sociaux, tout simplement, de grands espaces pour se rassembler, et puis également de grands ouvrages pour communiquer. Les chemins de fer se développent, d'abord en Angleterre. Ici, un pont construit vers 1845 sur le détroit de la Menaille, qui est à la frontière pratiquement du Pays de Galles et de l'Angleterre. Grand pont, vous voyez, cette espèce de tube, les trains passaient à l'intérieur, tube en fer, en tôle de fer rivetée. On avait même prévu initialement de rajouter des suspentes, d'où les tours qui dépassent pour en faire un pont suspendu. On s'est aperçu que ce n'était pas la peine, que le tube lui-même en fer était suffisant. Donc ces réseaux ferrés se développent, accélèrent le développement de l'économie et en même temps exigent bien sûr du fer pour les ponts, pour franchir les rivières, des rails évidemment, les locomotives sont en fer. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de conjonction entre un nouveau matériau lié à un développement technologique, un développement économique qui s'appuie bien sûr, c'est les progrès notamment de la métallurgie, mais aussi des machines à vapeur et de tout un tas de productions industrielles, et puis des besoins sociaux nouveaux qui demandent aussi à cette industrie d'accompagner ou en quelque sorte le changement de la vie quotidienne. Des ponts métalliques qui commencent à se développer un peu partout en Europe. Ici, un grand pont avec, vous voyez, ces piles ajourées, ce qu'on appelle le tablier du pont, c'est-à-dire la partie horizontale du pont qui est également ajourée, plus léger que le pont précédent en tôle. C'est un pont qui date des années 1855. Et là, vous voyez qu'on a une technologie en fait, qui est mature, qui très rapidement a trouvé ses marques, un vocabulaire très simple d'éléments, des plats, des T, des I, des L, des U. Vous voyez, j'ai défini quatre profils de base qui vont être assemblés par dérivés pour former toute la construction métallique. Quand je vous dis ces 4 éléments, d'ailleurs, moi, ça me fait toujours penser aux 4 bases, vous savez, 4 bases chimiques
qui permettent de définir toute l'information nécessaire à créer tout le vivant sur Terre. Nous, les humains, mais les plantes, les animaux, l'ensemble du vivant est fondé sur cette formation double hélice avec 4 bases. Là, on a 4 éléments de base, et ces 4 éléments de base vont permettre de créer des grandes structures. Alors pourquoi cette petite introduction? C'est parce que notre ami Gustave Eiffel, qui est né en 1832, intègre en 1851-52 l'école centrale de Paris. L'école centrale de Paris, c'est une grande école d'ingénieurs qui existe toujours aujourd'hui, qui est maintenant à Saclay, comme vous le savez, qui est une des plus prestigieuses. Eiffel, en fait, a raté le concours d'entrée à Polytechnique, mais il était admissible quand même, et cette admissibilité lui vaut de pouvoir entrer à l'école centrale. Et donc, il en sort en 1855, l'année de l'exposition universelle qu'il va visiter. Et il arrive donc sur le marché, si j'ose dire, comme ingénieur, jeune ingénieur, dans un paysage qui est en plein bouleversement. On est au début du Second Empire, on est en pleine révolution industrielle. On a vu que cette technologie de la construction métallique était déjà mature, en quelque sorte. Et il va se lancer très vite, en sortant de l'école, dans la construction métallique. Il avait imaginé à un moment pouvoir reprendre la direction ou travailler avec son oncle, qui avait une usine de produits chimiques, vinaigre, peinture, tout ça, c'était un peu lié. Finalement, une petite brouille familiale, ça ne se fait pas, et il se dirige vers la construction métallique en travaillant d'abord pour une compagnie de ferroviaire, puis il travaille avec un ingénieur qui s'appelle Nepveu, un ingénieur assez inventif, et il va très vite, à l'âge de 26 ans, être associé au plus gros chantier de construction de France à l'époque. Il s'agit du pont de Bordeaux, le pont ferroviaire de Bordeaux, qui rejoint donc la rive droite, la rive gauche de la Garonne, qui permet de connecter le réseau Paris-Bordeaux, la ligne d'Orléans, et avec le réseau du Midi, qui lui irrigue en fait le sud-ouest de la France. Ces deux réseaux se connectent grâce à la construction de ce pont, qui est donc lancé dans les fins des années 1850. Eiffel, très jeune, va en diriger le chantier. Il n'a pas conçu ce pont, il n'est pas l'entrepreneur, il est trop jeune, mais il dirige un chantier très important. Et il dirige ce chantier avec beaucoup de brio, parce qu'il va montrer d'une part sa capacité à diriger des ouvriers, c'est pas facile quand on a 26, 28 ans, à organiser, à gérer financièrement, à être aussi un meneur d'hommes. Et puis un meneur d'hommes assez courageux. Une petite anecdote qui mérite d'être racontée, c'est pendant ce chantier, vous voyez la Garonne qui est un fleuve assez, intrépide, assez rapide en tous les cas. Un ouvrier tombe à l'eau, un ouvrier qui ne sait pas nager, peu de gens savaient nager à l'époque. Eiffel, lui, était très sportif, pas très grand, mais sportif, nageur, escrimeur. Il n'hésite pas, il plonge à l'eau et il sauve cet ouvrier de la noyade. Ça lui vaut d'ailleurs une médaille offerte par son personnel en reconnaissance de cet acte héroïque, n'exagérons pas, mais enfin un acte de bravoure quand même, parce qu'il faut le faire, plonger dans la Garonne, c'est pas si évident que ça, tout le monde ne le ferait pas. En tous les cas, il dirige ce chantier avec beaucoup de maestrio, chantier de construction métallique, de pont métallique, comme vous l'avez vu, et puis également un chantier qui comporte, vous voyez, ces gros cylindres, ces grosses piles, qui sont en fait des piles en métal, qui vont être posées sur le fond de la rivière. On va un double compartiment à l'intérieur, va permettre de faire injecter de l'air à la base des piles pour chasser l'eau, et on va pouvoir creuser le fond de la rivière pour que les piles s'enfoncent et atteignent le bon sol. Une technique de fondation dite à l'air comprimé, donc qui était en fait introduite en France et développée en France par son patron qui s'appelait Nepveu, et qu'Eiffel va réutiliser dans plusieurs ouvrages par la suite, y compris dans cette tour dont on va parler tout à l'heure. Voilà, Bordeaux, donc fier de son pont, aujourd'hui dans le périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO de Bordeaux. Il n'y a personne de Bordeaux, il y a des élus de Bordeaux dans la salle, j'espère, parce que malheureusement les élus de Bordeaux ont un peu de mal à comprendre que ce pont métallique fait partie aussi de leur patrimoine. Et l'UNESCO, en tous les cas, l'a inscrit dans ce périmètre lié à la reconnaissance de la valeur patrimoniale universelle que l'UNESCO accorde à un certain nombre de patrimoines. Eiffel va diriger avec succès le pont de Bordeaux, va travailler un peu dans le sud-ouest pour la même entreprise qui a construit le pont de Bordeaux, et puis finalement va s'apercevoir que cette entreprise ne fait pas de très bonnes affaires. Elle finit même par faire faillite. Eiffel quitte l'entreprise juste à temps et se dit, mais au fond, moi j'ai les capacités de prendre des chantiers dans la région du sud-ouest et je peux même créer mon entreprise. Et à l'âge de 32 ans, il fonde ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up, c'est-à-dire une entreprise de construction métallique avec très peu de moyens, des moyens familiaux,
Sa mère était marchande de charbon et de charbon de terre et de bois sur le canal de Bourgogne, près de Dijon, où Eiffel est né. Sa mère qui était un peu la chef de famille, on va dire. Son père est un peu plus dilettante, ancien militaire sous l'Empire. Et sa mère va lui transmettre d'ailleurs à notre ami Gustave ce sens des affaires, ce sens du commerce en quelque sorte. Donc sa mère l'aide, l'avait encouragé déjà à faire des études, à monter à Paris, préparer l'école polytechnique, l'école centrale. Et au fond, l'aide aussi financièrement, y compris un peu la famille. Donc il a des petits capitaux assez modestes. Et avec ça, il va se lancer dans la construction métallique dans un contexte concurrentiel. Il n'est pas le seul. Et il y a des beaucoup plus grosses sociétés qui sont plus diversifiées. Par exemple, Schneider, vous avez tous entendu parler, qui fabriquait aussi des locomotives, des canons, il fabriquait aussi des éléments de construction métallique. Donc il se heurte à une certaine concurrence. Et pour s'imposer, il doit faire preuve d'une différence, d'une innovation. Il va commencer par construire ce qu'il peut trouver comme marché. Ici, c'est des gazomètres dans une usine à gaz. Il y en avait plusieurs qui étaient tout à côté d'ici, une à Vaugirard, une autre à l'emplacement de la maison de la radio, c'était également une usine à gaz, avec des usines à gaz où on fabriquait du gaz. Pourquoi faire le gaz ? Pour éclairer les rues, tout simplement, et les appartements, puisque le gaz était la source non seulement d'énergie, mais d'éclairage. Avant l'électricité, l'électricité n'arrive que bien plus tard, en 1900. Là, on est dans les années 1865-66. Et Eiffel va accéder à cette époque à un gros marché. 4 ponts, à peu près semblables, des petits et des gros, mais enfin 4 ponts de la même famille, sont construits dans le nord du Massif central, sur une ligne ferroviaire qui va de Commentry à Ghana. Alors si vous connaissez votre géographie, vous verrez où c'est. C'est juste à côté de Vichy, pas loin en tous les cas, au nord. Et ce sont des ponts métalliques, dont celui-ci qui franchit une rivière qui s'appelle la Sioule. Il y a 4 ponts qui sont mis en adjudication, parce que Eiffel, il est entrepreneur maintenant, donc il s'agit qu'il réponde à des marchés, à des appels d'offres, on dirait aujourd'hui, qu'il remporte ces appels d'offres en étant le moins cher, et puis il faut ensuite être choisi, et puis ensuite réaliser pour le prix qu'il a proposé les ouvrages. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Et sur ces ponts, il arrive à remporter 2 ponts sur les 4. Les 2 autres sont attribués à de très grosses entreprises, qui s'appellent Caille et Fivelil, et lui en a 2. Petite entreprise, il arrive à en avoir 2. Pourquoi ? Parce qu'il était un peu moins cher que les autres, et notamment parce que, vous voyez, cette partie horizontale, donc le tablier, vous voyez la petite grue sur la photo du haut tout à haut à gauche, ou la photo du bas tout à droite. Et en fait, il a l'idée qu'on pourrait construire ces ponts, non pas avec des échafaudages en bois compliqués, mais les construire sur la rive. Donc c'est beaucoup plus facile de construire sur la rive, on est tranquille. Les pièces qu'il a dans son usine, qu'il a pu monter en rachetant du matériel, d'ailleurs à son ancienne entreprise, d'abord à Clichy, puis ensuite à Levallois-Perret. Eh bien, ces pièces sont façonnées, sont expédiées par chemin de fer. Le chemin de fer arrive quand même jusque-là, puisque c'est un pont ferroviaire. Et puis ensuite, on monte le pont sur la rive, à pied d'œuvre. Et puis ensuite, on va pousser le pont petit à petit. On dirait pousser, mais c'est très lourd. Oui, c'est lourd. Alors, on a des leviers, des rouleaux aussi. Enfin, tout un système. On n'a pas de vérin comme on aurait aujourd'hui. Mais on pousse le pont petit à petit, comme ça, sur la rive, jusqu'à ce qu'il atteigne la pile. Et puis ensuite, il s'appuie sur la pile, il continue, etc. Et ça permet même de mettre une grue en haut et d'acheminer des éléments qui vont permettre de monter les piles à partir du haut. On va, à partir de la grue, descendre les éléments qui, petit à petit, vont faire monter la pile. Très astucieux, vous voyez. Et grâce à ça, et c'est un système qu'il emploiera dans d'autres ponts, qui est encore assez largement utilisé aujourd'hui, le viaduc de Millau, par exemple, dont vous avez tous entendu parler, il est construit sur la rive et poussé en place. Et donc Eiffel va inventer un système de levier, de vérin, avec à la force humaine. Eh bien, on va petit à petit faire avancer le pont. Ça ne va pas très vite, mais il avance et puis il suit comme ça le cours au fur et à mesure qu'on le construit par derrière. Et donc ça lui permet de remporter donc, un premier gros marché qui commence à le faire remarquer dans un des ouvrages, vous voyez, magnifique, avec des colonnes en fonte. D'ailleurs, vous voyez une forme un peu incurvée à la base pour donner plus de stabilité, qui anticipe un petit peu sur celle de la future tour Eiffel. Et Eiffel, ça lui permet de se positionner vraiment dans la cour des grands. Alors, je ne sais pas, la petite ordinateur capricieux. Qui ne va plus avancer. Bon, alors on va chercher autre chose.
si la... Alors, attendez, je cherche ma flèche déjà. Parce qu'elle est pas... Non. Ah, ça y est, ça a marché. Bon, c'est réveillé. Merci. C'est votre venue qui a suffi à réveiller la petite machine. Merci beaucoup. Donc, il va commencer à avoir l'idée qu'il peut travailler sur des plus grosses affaires et puis peut-être même exporter ses constructions. Ici, vous voyez une petite passerelle que vous reconnaissez sûrement. Non, vous ne la reconnaissez pas, moi non plus d'ailleurs, parce qu'elle se trouve dans le jardin botanique du Caire, de la ville du Caire. Et vous voyez une photo ancienne qui montre le petit portique, alors cette fois-ci en fonte moulée, parce qu'on peut intégrer des ornements quand on moule des éléments en fonte. Et puis c'est une petite passerelle suspendue qui existe toujours, qu'il construit au Caire. Il va d'ailleurs aller en Égypte, chercher à faire des affaires, à vendre des locomotives aussi, il est prêt à tout. Et puis d'ailleurs, il y reste 3 mois, puis finalement il rentre en disant on s'y ennuie affreusement. Il a dû visiter quand même les pyramides, mais voilà. Et finalement, il rentre en France. Mais il va quand même chercher à travailler dans d'autres pays, notamment au Pérou. Là, il ne va pas y aller lui-même, mais il va demander à un de ses fidèles collaborateurs, en qui il a toute confiance, qui s'appelle Le Lièvre, d'y aller à sa place. Et Le Lièvre va partir, va prospecter, va construire plusieurs bâtiments, notamment ce bâtiment en briques, structure métallique à l'intérieur, évidemment. On est quand même dans la construction métallique. Éléments en briques sous-traités et en maçonnerie, sous-traités bien sûr à une entreprise locale. Ce pas des briques qui viennent nécessairement de France. Derrière, vous voyez des petits entrepôts. Et donc, c'est le bâtiment de la douane d'une ville qui s'appelle Arica, qui est au sud du Pérou à l'époque. Bâtiments métalliques, vous voyez, qui vont être préparés en usine, redémontés en morceaux, mis en caisse, expédiés et ensuite remontés sur place. Et donc, Le Lièvre va développer une activité, va construire des ponts aussi au Pérou, des usines à gaz, des charpentes. Des jetées, vous voyez ici une jetée métallique qui permettent aux bateaux d'accoster plus facilement sur le port d'Arica. Arica est aujourd'hui au Chili, en fait, parce qu'il y a une guerre entre le Pérou et le Chili dans les années 1870 qui fait que le sud du Pérou a été annexé par le Chili. Mais voilà, donc Le Lièvre exporte, commence à bien se débrouiller, et puis malheureusement, le pauvre Le Lièvre décède, et donc du coup, Eiffel décide d'arrêter, au fond, son aventure péruvienne. Il va se lancer aussi, se diversifier. Ce n'est pas seulement des ponts ou des charpentes, c'est également des phares métalliques. Ici, c'est un phare, je crois que celui de droite est en Estonie aujourd'hui. Donc il va construire beaucoup de lanternes de phare. Vous voyez, c'est cette partie supérieure qui permet, avec des dispositifs, de faire tourner la lumière et donc de signaler. Il y a beaucoup de phares qui sont construits sur les côtes de France. Il en reste aujourd'hui d'ailleurs 4 ou 5 construits par Eiffel, à Menton, en Bretagne, à Mauguériec, l'entrée du port de Honfleur, je crois. Enfin, il y a quelques phares qui subsistent encore. Il va essayer de se diversifier, prendre ce qu'il peut trouver. Et en fait, là, Eiffel va commencer donc à développer son entreprise avec succès, se faire repérer. Et puis, il décide qu'il doit quand même, pour se développer, trouver des capitaux. Capitaux, pourquoi ? Parce qu'il faut acheter, quand on a une commande, il faut quand même acheter, si vous faites repeindre votre plafond, l'entreprise va vous demander une avance, parce qu'il faut qu'il achète la peinture, qu'il loue l'échafaudage, qu'il paye aussi les salaires des ouvriers avant d'être payé. Donc tout ça, il faut des capitaux. Et Eiffel va trouver un associé qui s'appelle Seyrig, Théophile Seyrig, qui est d'origine d'ailleurs allemande, comme l'était une lointaine origine allemande, comme l'était Eiffel. Eiffel, au départ, d'ailleurs, son arrière-grand-père s'appelait Bonnickhausen. Lui-même s'appelait Bonnickhausen, dit Eiffel. Il va changer officiellement son nom qu'en 1877, à peu près à l'époque où il fait ce pont, parce qu'il en a marre, après la guerre de 70, qu'on lui dise oh, Bonnickhausen, mais ça c'est allemand, alors vous êtes espion de Bismarck. Alors, bon, il dit non, mais je suis bien français, il est très, très français, très républicain aussi. Et il va finalement prendre, parce que c'était Bonnickhausen, dit Eiffel, c'est déjà le nom de son père et de son grand-père, et il va supprimer Bonnickhausen et il va garder que Eiffel. Eiffel, d'ailleurs, vous savez d'où ça vient ? EI2FEL, à ne pas confondre avec le massif de l'Eiffel, qui est au nord, enfin juste à côté, près de la Sarre. Hein, c'est un massif forestier, une région. Hein, et la famille Eiffel, en venant en France, a décidé de rajouter un F
pour se distinguer peut-être justement de ce massif, peut-être parce que Eiffel avec 2 F, ça faisait plus français, n'est-ce pas? Et donc va garder ce nom Eiffel définitivement. Seyrig, donc son associé, lui aussi il s'appelait Saurig au départ, originaire d'Allemagne également. Et donc Seyrig est un très brillant ingénieur. Il est sorti major de l'école centrale, la même école qu'Eiffel, mais il a 10 ans de moins qu'Eiffel. Et Seyrig est recruté par Eiffel pour être associé. Il va apporter des capitaux, 1 million de francs de l'époque. C'est beaucoup, hein, c'est une belle somme hein, dont Eiffel ne disposait pas. Eiffel avait plutôt développé son entreprise avec 100 ou 200 000 francs de l'époque, qui représenterait peut-être 40 fois plus. Hein, 100 000 francs, ça ferait 4 millions si vous voulez. Et puis tout d'un coup, Seyrig en amène 40. Donc tout d'un coup, ça devient beaucoup plus. Et Eiffel va voir dans cet associé, un associé certes qui amène des moyens, mais un collaborateur. C'est-à-dire que dans les contrats d'association entre les deux hommes, c'est très clair, il y a un seul patron, c'est moi, pas moi Bertrand Lemoine, mais moi Gustave Eiffel. Et Seyrig n'a pas droit, n'a droit qu'à juste être le directeur des études, c'est tout. Mais c'est un brillant directeur des études, parce que c'est vraiment un des meilleurs ingénieurs de son époque. Et Seyrig va, au sein de l'entreprise Eiffel, proposer ce pont dont vous voyez le début de la construction, qui est un pont à Porto, sur le Douro, vous voyez, c'est assez large, cette rivière, 160 mètres de largeur, et un grand concours international. Une entreprise hollandaise, une autre entreprise française qui est concurrente, une anglaise, des entreprises qui vont proposer de construire un pont pour franchir, c'est le sujet du concours. Et puis l'entreprise Eiffel, avec cette invention de Seyrig, va dire, bah oui, moi je vais construire le pont sans échafaudage, parce que je vais construire le pont à partir des rives, en faisant avancer progressivement le pont. Vous voyez que le petit câble, vous distinguez vaguement, plutôt sur la photo de droite, des câbles qui retiennent les arcs. Les arcs sont articulés à la base, donc petit à petit, ils vont monter comme ça, et puis jusqu'à se rejoindre au sommet. Vous voyez tout de suite l'avantage. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour voir que ça évite de faire un échafaudage en rivière qui aurait été extrêmement coûteux. Et donc, du coup, le projet Eiffel-Seyrig, il est 3 fois moins cher que le projet le plus cher. Il remporte le marché, évidemment. Il va construire ce pont, que voici, toujours présent. On a construit un deuxième pont plus récemment à l'arrière-plan de chemin de fer. Il montre qu'il peut faire le pont le plus grand du monde à l'époque, hein, 160 mètres d'ouverture quand même. Assez économiquement, assez rapidement. Eiffel va aller sur place, surveiller le chantier. C'est pour lui une très grosse affaire, évidemment, parce que tout d'un coup, il va démontrer qu'il est dans la cour des grands, tout simplement, en construisant ce pont, grâce à son associé Seyrig. Si vous êtes amateur de cinéma, sûrement d'ailleurs, il y en a sûrement dans la salle, Théophile Seyrig, c'est le grand-père de Delphine Seyrig. Vous connaissez peut-être davantage que Théophile Seyrig. Mais maintenant, vous connaîtrez les deux. Voilà, donc Seyrig va construire ce pont, vous voyez, avec cette articulation à la base qui permet à la fois de simplifier les calculs et puis de faciliter le montage en donnant un petit peu de mobilité aux deux arcs pour qu'ils viennent bien se rejoindre au sommet. On est au Portugal, on est à Porto, on est assez loin des bases. Il faut plusieurs jours de chemin de fer pour aller de Paris, enfin de Levallois-Perret à Porto. C'est un peu une expédition, on est dans une ville déjà constituée, on n'est pas dans la race campagne, mais quand même, c'est un chantier compliqué. Et Eiffel réussit donc parfaitement ce chantier. On est en 1876, et Eiffel marque là sa capacité à construire des grands ponts. La même année, il va construire cette gare, qui est une magnifique gare, qui est la gare de l'Ouest à Budapest. La gare de Buda et Pest, c'est 2 villes jumelées, hein, à côté. Donc c'est la gare qui est plus précisément à Pest. Gare tout à fait caractéristique, ces bâtiments un peu éclectiques hein, sur les côtés. C'est pas Eiffel qui en a été l'architecte, il n'était pas architecte, il était ingénieur. Et puis cette halle centrale, métallique, bien visible en façade. Il n'y a pas beaucoup de gares comme ça à l'époque qui sont aussi franchement dessinées. 2 bâtiments à gauche et à droite, pourquoi? Parce qu'il y a le départ et l'arrivée. Dans une gare, il y a toujours 2 bâtiments. Et au milieu, les halles où les trains viennent stationner. Et donc Eiffel construit l'ensemble de cette gare, assez loin de ses bases là aussi. Il va sous-traiter toute la partie maçonnerie, briques, toute la construction traditionnelle. Et lui, il va se réserver la construction métallique, bien sûr, de la charpente principale de la gare. Beau succès là aussi.
et qui montre qu'il a une capacité à être ce qu'on appellerait aujourd'hui entreprise générale, c'est-à-dire pas seulement faire des constructions métalliques, mais également faire des constructions, on peut dire, traditionnelles. Cela dit, il ne va pas longtemps poursuivre dans cette voie, parce que construction générale, ça veut dire pour une entreprise de construction métallique qui est comme ça, c'est le cœur de métier, sous-traiter à d'autres cette partie. Là, c'était nécessaire parce qu'on était loin, mais il va le faire assez brièvement en France. Et dès lors, il va commencer, donc on est en 67, fin des années 70, après avoir traversé la guerre 70, changé son nom en 77, comme je vous l'ai dit, eh bien, commencer à trouver des marchés assez diversifiés. Ici, une extension du magasin du Bon Marché, justement, construit principalement par une autre entreprise concurrente qui s'appelait Moisan, mais dans lequel Eiffel montre aussi sa capacité à construire ses charpentes, ou alors, même peut-être plus important, mais éphémère, parce que ça a disparu, le pavillon principal, le vestibule d'entrée, toute cette façade vitrée en métal, verre et briques, qui est la façade de l'exposition universelle de 1878. Gros morceau, grosse exposition universelle, c'est pas la première à Paris, on a vu celle de 55 au début, il y avait eu 67 entre les deux, dans lequel Eiffel avait fait plutôt des calculs et des petites choses. Il démarrait, son entreprise était un peu naissante, un peu fragile encore. Et en 78, 10 ans plus tard, mais 11 ans plus tard, il va pouvoir réaliser un gros morceau de l'exposition, vous voyez, ce grand vestibule, tout à fait typique de l'époque, avec une grande partie vitrée, ossature métallique, où on associe briques, terre cuite. Vraiment une architecture qu'on voit aussi dans d'autres constructions. Par exemple, ici, le pavillon de la ville de Paris, que la ville de Paris, en 78, eh bien, a poursuivi le travail entrepris sous Haussmann, la transformation, le bouleversement même de Paris, entrepris sous Haussmann, l'a poursuivi, je dirais, avec, tout à fait en continuité. Il n'y a pas de hiatus entre le Second Empire, le baron Haussmann, qui s'est d'ailleurs fait virer en 69, juste avant la guerre de 70, et ce que reprend la Troisième République, qui engage d'ailleurs les mêmes Alphand, par exemple, et reste directeur des travaux. Les mêmes équipes sont là. Et la ville de Paris veut montrer au monde, à l'occasion de cette exposition universelle, les transformations qui ont été mises en œuvre à Paris depuis 30 ans. Et donc, ils vont construire un pavillon réalisé par l'entreprise Eiffel, ossature métallique, remplissage en briques, en terre cuite. La photo est en noir et blanc, mais vous imaginez ce pavillon assez coloré, en fait, et dans lequel la ville, avec des maquettes et des photos, la photographie a déjà été inventée, bien sûr, va pouvoir montrer ses réalisations. Et donc Eiffel là on est 70, va commencer à bien s'installer dans le paysage, va continuer à prospecter au Portugal, parce que le pont Maria Pia sur le Douro qu'on a vu tout à l'heure va bien sûr lui donner une référence tout à fait unique dans ce pays qui se développe, qui construit des nouvelles voies ferrées. Il va construire des voies sur plusieurs lignes, près de Porto, vers le sud, et ici vers le nord, à Viana de Castelo, qui est une ville au nord, pratiquement à la frontière nord du Portugal, la frontière avec l'Espagne. Un très grand pont métallique, plus de 500 mètres, à 2 étages, routier et ferroviaire. Et ça aussi, c'est un pont construit sur la rive et poussé en place. On se demande comment ils ont fait pour pousser un pont aussi énorme en place, en 2 parties. Donc, magnifique succès là aussi. Et un pont qui a été, vous le voyez, en assez bon état parce qu'il a été restauré il y a peu de temps. Il va construire également d'autres ponts, beaucoup de ponts. La plupart du temps des ponts ferroviaires sur pas mal de lignes en France, beaucoup en Espagne, Portugal comme je l'ai dit. Il va construire des ponts également ferroviaires en Roumanie, donc certains existent encore. Et puis ici, vous l'avez reconnu, c'est le pont de Cubzac. Alors cette fois-ci, c'est un pont routier. Il y a un pont ferroviaire qu'il n'a pas construit. Ici, c'est le pont routier. Vous voyez là, cette poutre métallique qui repose d'ailleurs sur des piles ajourées. Vous vous dites, tiens, c'est un peu bizarre, ces piles ajourées. Oui, parce que ce sont les anciennes piles d'un pont suspendu qui avait été construit dans les années 1830, qu'on a conservé, on les a coupés, on les a renforcés, et par-dessus, on a fait passer ce tablier en treillis métallique. Et puis Eiffel va se lancer aussi dans d'autres constructions, en particulier cette grande nef du Crédit Lyonnais. Ici, vous avez une coupole au premier plan, mais qui était postérieure, qui n'est pas d'Eiffel, qui date plutôt de 1905. Mais derrière, vous voyez cette grande nef vitrée avec ses bureaux ouverts. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu banal, mais c'est un des tout premiers exemples en France de bureaux, on dirait aujourd'hui open space, enfin du bureau sans cloison. Et d'ailleurs, le directeur du Crédit Lyonnais de l'époque, Henri Germain, disait « c'est pas la peine de mettre des cloisons dans les bureaux, ça ne sert que pour les employés à lire leur journal. Donc supprimons les cloisons et comme ça, on pourra un peu surveiller tout le monde. »
c'est un peu le cas aujourd'hui, ça se généralise, peut-être pas pour surveiller, mais en tous les cas pour gagner peut-être de la place et peut-être aussi créer des ambiances plus conviviales. En tous les cas, ce que vous voyez derrière l'arrière-plan, cette grande nef qui, depuis, a été crayonnée à brûler. On dit un peu bizarre d'ailleurs il y a quelques années. Enfin, on a reconstruit en tous les cas des planchers, mais voilà, cette photo nous montre vraiment cette innovation architecturale, technique, et c'est Eiffel qui construit cette grande nef. Et puis Eiffel, dans les années 1880 aussi, va s'illustrer par des choses assez originales, au fond. Vous avez reconnu ça? Voilà, vous voyez la tête en bas à gauche, hein, la tête de la Statue de la Liberté, qui est un grand projet initié à la fois par Bartholdi, grand sculpteur du 19e siècle, Bartholdi qui était d'origine alsacienne, que l'Alsace avait été perdue, l'Alsace-Lorraine avait été perdue après la guerre de 70, hein, elle était devenue allemande, hein, comme vous le savez. Donc Bartholdi, il a été beaucoup. Bartholdi s'est beaucoup investi dans la sculpture un peu nationale, on dirait dire presque nationaliste aujourd'hui, mais enfin en tous les cas, il a beaucoup œuvré là-dedans. Et il avait eu l'idée, après un premier projet pour le canal de Suez, où il avait l'idée de mettre une statue de femme, de paysanne égyptienne, qui tiendrait un flambeau à la main, comme ça, une lanterne à la main, à l'entrée du canal, c'est pas mal pour servir de phare. Grande statue monumentale, un peu dans la tradition ancienne, voilà, des colosses de Rhodes ou des choses comme ça. Eh bien, ils avaient cette idée, puis cette idée n'en a fait long feu, et finalement, il a reprise pour la proposer à un groupe de républicains mené par un juriste qui s'appelait Laboulet. Et ce groupe de républicains ont décidé de construire une statue et d'offrir une statue colossale à l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique, pour les républicains français, pendant les années, pendant le Second Empire, d'ailleurs le Second Empire, là, et même après, était une référence, un modèle. Les Américains ont quand même fait leur République en 1776. D'accord. Nous, on a fait la Révolution en 1789, d'accord. Mais quand est-ce qu'on a fait la République stable? 90 ans plus tard, en 1875, avec le vote d'un amendement qui prévoyait un système électoral où effectivement on était vraiment dans une république. On a eu certes la première république, enfin, la république après 89, 92, etc. On a eu la seconde république en 1848, assez éphémère. Mais entre-temps, on a quand même eu 2 empires et puis deux monarchies. Hein. Donc on n'est pas les champions du monde pour... même si on a fait 89 qui reste dans l'imaginaire collectif, notre imaginaire collectif, une référence. Justifiée, mais enfin quand même. Donc on a été assez long. Et pour les républicains qui s'opposaient aux monarchistes, aux bonapartistes, il y avait même 2 courants monarchistes, enfin, c'était compliqué. Eh bien, faire référence aux États-Unis, à l'Amérique, c'était de dire, ben voilà, on a la République américaine qui existe depuis longtemps, et la République américaine, elle est fondée sur quoi? Sur une constitution, qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, est très, très, je dirais, la pierre angulaire du système démocratique des États-Unis. Une constitution qui écrit effectivement les règles de base du fonctionnement de la démocratie. Et donc, on rend hommage à l'Amérique et on offre à l'Amérique une statue, mais pour ça, il faut qu'on se cotise et puis on cherche à lever des fonds. Et donc, ces républicains ont cherché progressivement à lever des fonds. Ils vont même commencer à construire des morceaux de la statue. On expose en 1876 à l'exposition universelle de Philadelphie la main qui tient la torche, elle est quand même déjà assez grande. En 78, on va exposer la tête, grandeur nature. On peut même rentrer dedans. Vous payez, je ne sais pas combien, 1 franc, et puis vous pouvez rentrer, voir ce que c'est. Et puis du coup, ça permet de cotiser aussi, de financer en partie la statue. Et puis après, petit à petit, la statue réunit son financement. Et en 1879, les fonds sont là, on peut la faire. Sauf que pour faire la structure intérieure, c'est une statue en cuivre très mince. C'est une peau de cuivre qui fait quelques millimètres d'épaisseur, pas plus, hein, qui est repoussée, qui est façonnée. C'est pas du bronze massif de 10 cm d'épaisseur, c'est beaucoup plus léger. Donc il faut une ossature pour la tenir. On avait pressenti Viollet-le-Duc, l'architecte éminent, hein, Eugène Viollet-le-Duc, l'auteur du clocher, de la flèche de Notre-Dame, comme tout le monde le sait maintenant, mais aussi de beaucoup de restaurations de cathédrales en France et de construction aussi d'églises. Viollet-le-Duc était d'ailleurs un républicain aussi assez convaincu. Et Viollet-le-Duc avait imaginé une structure avec des compartiments remplis de sable pour donner une espèce d'assise un peu lourde à la statue. Puis Viollet-le-Duc décède en juillet 1879. Et du coup, Bartholdi va se tourner vers Eiffel, vers Gustave Eiffel, qui a son entreprise déjà bien installée.
Et Eiffel, avec ses ingénieurs, va proposer un pylône métallique. Un pylône, vous reconnaissez un pylône qu'on a déjà vu un peu dans les ponts, c'est la même chose. C'est une cinquantaine de, même pas 40 mètres de hauteur, très classique. Et vous voyez ici une ossature secondaire plus légère, qui est accrochée à ce pylône bien robuste. Et sur cette ossature secondaire vont venir encore des barres en fer un peu souples, sur lesquelles la peau de cuivre vient s'accrocher par l'intermédiaire de petites bandelettes et de petites pattes. Et donc la peau, elle peut un peu bouger, elle peut se dilater avec le soleil, elle peut bouger avec le vent. Vous voyez, donc on a à la fois un pylône très robuste, très stable, et puis cette structure légère, souple, qui va permettre à la statue de s'adapter finalement à la configuration climatique de l'entrée de la baie de New York, parce que déjà Bartholdi, qui est allé aux États-Unis en 1871, a bien repéré la petite île à l'entrée du port de la baie de New York qui pourrait accueillir la statue. Et donc la statue, le pylône d'Eiffel est construit. La statue, vous voyez, elle est façonnée dans l'atelier à côté, c'est l'atelier de Gaget, Monduit, Gauthier et compagnie. Enfin, c'est une entreprise assez importante qui a fait beaucoup d'ornements pour Notre-Dame, par exemple, en cuivre repoussé, construit dans l'atelier. Vous voyez l'échelle donnée par les personnes là, qui sont debout sur la petite balustrade de la torche. Et puis on va façonner les tôles une par une tôle à peu près de un mètre, un peu plus d'un mètre sur 80 cm, assemblée par des rivets. Ensuite, on la monte entièrement pour vérifier que tout colle bien. On va modifier un petit peu d'ailleurs le bras à l'époque du montage. Et finalement, la statue va être démontée, mise en caisse, expédiée à New York, où il faudra d'ailleurs lever une souscription, et ça va être compliqué pour financer le piédestal en granit, qui coûte assez cher d'ailleurs. Parce qu'évidemment, les Français ont fait un cadeau, enfin les Français, un groupe de Français ont fait un cadeau à l'Amérique, mais l'Amérique, elle doit se payer quand même le piédestal. C'est pas... Donc compliqué, on cherche des grands financiers, et puis on ne trouve pas. Et puis finalement, c'est Pulitzer, vous savez, le prix Pulitzer, vous avez entendu parler. Pulitzer qui va lancer une souscription, il dit en première page de son journal, il dit bon, vous pouvez donner même $1, pas 10 000, $1, tout le monde peut donner $1. Et vous serez un des acteurs, au fond, de la construction de ce piédestal. Ça va marcher, le piédestal va être construit et la statue inaugurée en 1886, où elle est toujours là. Autre réalisation assez intéressante d'Eiffel, de l'entreprise Eiffel, n'oublions pas, Eiffel, ingénieur, personne, son entreprise porte son nom, mais c'est un entrepreneur avant tout. Donc, l'entreprise Eiffel va construire cette coupole, vous voyez, qui surmonte l'observatoire de Nice. Sur la colline qui domine Nice, il y a une série d'observatoires, toujours en fonction d'ailleurs. Très beau bâtiment, vous voyez ce bâtiment avec ses colonnes, cet ordre ionique, etc. C'était un groupe sculpté au milieu, donc architecte Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, le même. Et par-dessus, une coupole avec une fente de visée. Une fente de visée, à l'intérieur de la coupole, vous avez cette grande, non pas télescope, mais cette lunette astronomique qui doit pouvoir viser les étoiles. Les étoiles tournent pendant la nuit, enfin plutôt la Terre tourne. Les étoiles, pas les étoiles qui tournent, c'est la Terre qui tourne, mais du coup le mouvement apparent des étoiles, il bouge. Donc il faut pouvoir suivre dans un observatoire le mouvement des étoiles pendant la nuit pour rester fixé sur une observation. Il faut bouger la lunette et donc il faut pouvoir bouger la fente de visée en même temps. Ça veut dire qu'il faut que la coupole puisse bouger facilement. Et c'est là que Eiffel trouve une astuce avec ses ingénieurs. Vous voyez en bas à droite, ce qu'on voit, c'est en blanc, là, le grand rectangle blanc, c'est un flotteur. Et le flotteur, il flotte, il y a un petit peu d'eau autour, il flotte dans un bassin qui a une forme d'anneau. Donc, comme la coupole, elle flotte, comme vous savez, un bateau, même un bateau de 3 tonnes, vous pouvez le pousser dans l'eau, il va avec votre quelques kilos de force, il va se déplacer. Là, c'est pareil, la coupole flotte, donc on peut la déplacer avec une petite manivelle, simplement qui va sans frottement, ou presque sans frottement, pouvoir la faire bouger. Très astucieux, vous voyez, ça permet donc à cet observatoire de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus de manivelle, on a un petit moteur électrique, tout ça c'est asservi, mais voilà, le principe est resté le même. Alors on n'a pas mis d'eau dedans, parce que même s'il fait relativement beau à Nice, pour pas que ça gèle, éventuellement, on a mis du chlorure de magnésium, je crois. Là, on est aussi dans les années 80. Eiffel n'aura pas que des succès dans sa carrière. Ici, une gravure qui montre un accident
sur le viaduc de la Tarde, pareil, dans le nord du Massif central. Grand viaduc métallique, vous voyez les piles en maçonnerie, non pas en métal. Vous voyez l'amorce du viaduc sur la gauche, et puis vous voyez précipité dans la vallée le tablier du pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, heureusement la nuit, le vent a soufflé un peu fort, petit ouragan quand même, et puis du coup le tablier qui était en construction, en porte-à-faux sur la pile, comme ça, avec le vent, hop, il est tombé par terre. C'était la nuit, il n'y a personne sur le chantier, il n'y a pas eu de mort. Mais quand même, pour Eiffel, ça a été quand même un événement important. Après, le tablier a été reconstruit. D'ailleurs, vous voyez, je vous rassure, le pont est toujours là, en bas à droite. En bas, c'est une carte postale de l'époque. Et simplement, ça montrait à Eiffel que le vent avait un effet très important sur les structures. Même une structure ajourée comme ça, en treillage, qui pourrait être... qu'on pourrait voir comme presque transparente, même le regard passe à travers assez facilement, vous voyez. Eh bien non, le vent a un effet très puissant, surtout s'il y a des rafales, etc. Et ça peut précipiter une structure aussi importante, aussi lourde dans la rivière. Ça, Eiffel va s'en souvenir, et ses ingénieurs vont s'en souvenir quand il s'agira de faire une tour importante. Autre marché, alors là, je reviens un petit peu ça dans les années 80, je reviens un tout petit peu en arrière, en 1879. Il s'agit de construire une ligne de chemin de fer entre, alors si je vous dis entre Marvejols et Neussargues, à part pour les gens du coin, bon, ça ne vous dira rien, mais si je vous dis Paris-Béziers, ah oui, là vous voyez, donc là c'est un maillon sur la ligne Paris-Béziers. Donc l'ingénieur chargé du projet, il s'appelle Léon Boyer, jeune ingénieur des ponts et chaussées, en charge de projet. Petite ligne d'intérêt à la fois local, mais en même temps qui s'inscrit dans un réseau plus large. C'est à l'époque, on développe beaucoup les chemins de fer en France. Vous savez qu'en dans les années 20, on avait un réseau ferré qui était au moins 2 ou 3 fois plus important que le réseau ferré actuel, même si aujourd'hui on a des TGV, etc. Et donc Boyer se dit, mais au fond, pour franchir cette vallée, la petite vallée de la Truyère, enfin assez profonde quand même, il y a 2 solutions. Soit on fait des rampes pour descendre dans la vallée, franchir par un petit pont le fond de la vallée, et puis des rampes remontées de l'autre côté. Mais des rampes, un chemin de fer, ça ne prend pas des rampes à 10% ou à 5%, ça prend des rampes très très faibles, parce qu'il ne peut pas non plus beaucoup plus faible que sur une route où circulent des voitures. Et puis deuxième solution, se dit Boyer, si je prends le pont de Porto, qu'on a vu tout à l'heure, je prends le même pont, puis ben ça colle tout juste. C'est à peu près la même dimension, 5 mètres de plus, 165 mètres. Un pont qui va permettre de franchir d'un plateau à l'autre directement, sans descendre et sans remonter. Et là, j'économise plusieurs millions de francs de l'époque. Plusieurs millions, c'est donc très important. Et du coup, ce pont, inspiré du pont construit par Eiffel et conçu par Seyrig, grand-père de Delphine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien sûr, il est assez légitime de confier la construction du pont à Eiffel. Au fond, c'est son idée, son pont qu'on a transposé et qu'on construit ici, sur la vallée de la Truyère, au lieu-dit de Garabi. C'est là que d'ailleurs Seyrig se dit, bah oui, mais ça c'est une bonne affaire, parce que c'est un marché qui est passé ce qu'on appellerait de gré à gré aujourd'hui, sans appel d'offres. Quand vous avez un appel d'offres, il faut que vous êtes en compétition, il faut que vous soyez moins cher que le voisin, donc vous êtes obligé de tirer un peu les prix. Gré à gré, vous allez faire un bon prix, vous allez gagner de l'argent. Et Seyrig dit, bah oui, mais ce pont, du coup, c'est mon idée de Porto qui est transposée ici, donc moi je veux un bonus, un intéressement, ma part en fait de ce pactole. Eiffel dit non, pas question. Du coup, il y a brouille entre les deux, et Seyrig s'en va. Il fera d'ailleurs un procès à Eiffel qui va perdre. Il va d'ailleurs, pour la petite histoire, Seyrig rejoindre une autre entreprise belge de construction métallique, dont il va devenir le patron, et il va construire le deuxième pont de Porto. Si vous êtes familier avec Porto, il y a 2 ponts, il y a celui que je vous ai montré, puis il y en a un autre avec deux étages, qui est aujourd'hui en plein centre, que Seyrig va construire plus tard. Donc Eiffel se dit, voilà, mais il n'y a plus mon ingénieur d'excellence, et il recrute un très jeune ingénieur qui est sorti, non pas de l'école centrale, mais du Polytechnicum de Zurich, grande école d'ingénieurs suisse,
formé par des ingénieurs allemands aussi. Et du coup, il s'appelle Maurice Coquelin, et Coquelin est originaire d'Alsace, comme son nom l'indique, de l'Alsace, qui va venir rejoindre l'entreprise Eiffel pour diriger le bureau d'études, très jeune, faire les calculs. C'est lui qui va faire les calculs du viaduc de Garabit. Il va montrer parfaite maîtrise en fait du sujet, alors quand il rejoint l'entreprise Eiffel en 79, il a 23 ans. Comme quoi on faisait confiance aussi aux jeunes à l'époque. Un bel exemple encore. Donc ce pont de viaduc de Garabit va être construit, inauguré, achevé en 1884, sur le même principe que le viaduc de Porto, vous voyez, en porte-à-faux. Une photo assez spectaculaire qui montre que les deux parties doivent se rejoindre. Vous imaginez bien qu'on part sur deux parties espacées de 165 mètres et on assemble ces pièces par des rivets. Vous savez comment ça marche, des rivets? On a deux pièces à assembler, on fait un trou dans chaque pièce et puis il faut que les trous viennent coïncider au millimètre près. S'il y a 1 centimètre d'écart, on ne peut pas enfoncer le rivet. Il faut être hyper précis. Et d'ailleurs, Eiffel dit lui-même, nous y sommes arrivés avec une précision presque mathématique. Pourquoi? Parce que tout ce qui était fabriqué, conçu, calculé, dessiné, tracé, fabriqué dans l'usine, c'était très 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 précis. L'entreprise Eiffel se distinguait aussi des autres par cette extrême précision dans la préparation des choses. Et donc ils arrivent à assembler ce pont, bien sûr, qui aujourd'hui encore est un des plus beaux ponts en France, peint en rouge, un peu vif. Au début, moi, ça m'avait un peu choqué quand ils l'ont peint il y a une quinzaine d'années. Et puis tout compte fait, je trouve que c'est intéressant ce rouge parce que, vous voyez, en contraste avec la verdure environnante, eh bien ça montre, ça attire l'attention quelque part sur presque cette sculpture à l'échelle du paysage. Ça crée un nouveau paysage. Un paysage sans le pont serait joli, serait beau, mais serait moins intéressant, je trouve. Voilà, en tous les cas, grand succès pour l'entreprise. Viaduc de Garabit, qui est aujourd'hui l'un des grands ponts en France, toujours utilisé par le chemin de fer, pas beaucoup, mais un peu quand même, et qui d'ailleurs incidemment fait partie d'un lot de 6 grands viaducs, les 2 de Porto dont j'ai parlé, Garabit, viaduc du Vior, un autre grand viaduc dans le sud de la France, un viaduc en Allemagne, un autre en Italie, pour être candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1100 sites de l'UNESCO classés au patrimoine mondial. Il n'y a pas beaucoup de ponts, il n'y a pas beaucoup de constructions métalliques. Voilà, on espère qu'on aboutira. J'y travaille en tant qu'expert. Ça fait 5 ans qu'on y travaille et on pense aboutir à peu près dans 10 ans à ce classement patrimoine mondial. Sachant que c'est l'Allemagne qui a un des ponts qui va porter cette candidature pour les 4 pays. Vous reconnaissez le plus petit, le deuxième à partir de la gauche, c'est Eiffel. Vous avez Nouguier, vous avez Coquelin, vous avez le directeur des travaux, qui s'appelait Contamin. Et toute cette fine équipe, en fait, vous allez la retrouver très, très bientôt pour la construction d'une grande tour de 300 mètres. Vous voyez l'échelle aussi, le personnage là en bas à gauche, cette articulation, cette espèce d'articulation qui vient concentrer toute la masse de cet énorme viaduc, parce qu'il y a quand même 120 mètres au-dessus de la rivière à l'époque. Et aujourd'hui, il y a un lac qui a fait monter le niveau de l'eau, parce qu'il y a un barrage qui a été construit en aval. Mais vous voyez l'échelle monumentale, et puis tout ça, ça vient se concentrer, cet arc en forme de croissant parabolique qui vient se concentrer sur des petites articulations, grosses comme ça, à la base. Très, très, très étonnant. Petite comparaison, Porto en haut, Garabit en bas. Vous voyez des petites différences, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs. Il y en a plusieurs, mais enfin, celle qui saute la plus aux yeux, c'est la position du tablier. Vous voyez qu'à Porto, elle vient se mettre dans l'arc. À Garabit, c'est plus franc. Le tablier est vraiment détaché de l'arc, il vient s'appuyer juste au sommet de l'arc. C'est mieux, c'est une innovation aussi technique apportée par Coquelin par rapport au projet de Seyrig en haut. Donc je cite toujours ces 2 ingénieurs parce que, encore une fois, une entreprise, ce n'est pas seulement une personne. C'est des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. C'est un ensemble, plusieurs centaines de personnes dans le cas de l'entreprise Eiffel. Ce n'est pas une multinationale, mais c'est quand même une entreprise qui réunit beaucoup de compétences. Même époque, Eiffel, on va arriver à la tour Eiffel, n'ayez pas peur, mais je vous montre quand même ces jalons importants à comprendre et à bien voir pour comprendre aussi le cheminement qu'il a amené à construire cette tour. Ici, un petit pont
c'est un pont qui est photographié pendant les essais du pont. Vous voyez des charrettes avec tirées par des chevaux ou des bœufs, bien chargées pour voir. On met des charrettes ou des trains dans les ponts de chemin de fer. Ici, c'est un petit pont routier. Pourquoi on met pas pour voir si le pont va tomber, va se casser ou pas? Non, non, on espère qu'il ne va pas tomber quand même. Mais on regarde en chargeant bien comment le pont se déforme. Il fléchit. Alors, quand je fais ça, il fléchit un pont comme ça, il va fléchir de genre 2 cm, 3 cm, pas plus. On mesure la flexion. Et puis on vérifie dans les calculs, que ce qu'on avait calculé, c'était bien les 3 cm qu'on a mesurés. Donc si c'est bien ça, ça veut dire qu'on a bien calculé et que donc le pont va tenir. Alors un pont, vous regardez ce pont, il est intéressant. On a l'impression qu'il y a des croix de Saint-André, des montants verticaux. En fait, quand vous regardez mieux, en fait, c'est des éléments en V, comme ceci, en triangle isocèle, la pointe en bas, avec un élément vertical. Donc visualisez un élément comme ça. Imaginez qu'on en met un autre, non pas à la suite, mais juxtaposé, puis ensuite un autre, et ensuite un autre, ensuite, etc. Comme ça. Et ça vous fait, après tout ça, on l'assemble par des boulons, et ça vous fait une structure. On a 2 structures parallèles, on met des pièces transversales, qu'on appelle les pièces de pont, et puis ça vous fait le support sur lequel on va mettre la chaussée. Et ces petits ponts, ils sont conçus donc, avec un élément de base, très simple, préfabriqué. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont joué au mécano encore, parce que le mécano, malheureusement, ça se perd, mais c'est un petit peu ça, des éléments très simples, qui vont être répétitifs, assemblés par des rivets en usine, expédiés, c'est quand même des éléments qui font 6 mètres de long. Il y a un élément triangulaire, ça fait comme 6 mètres, expédiés dans des grandes caisses, en chemin de fer ou en bateau, même s'il faut aller beaucoup plus loin. Et puis ensuite, sur place, eh bien, chaque élément pèse à peu près 150 kg. Bon, à 4 costauds, on transporte un élément, on le pose, on met un autre à côté, et puis là, on a des boulons spéciaux, on boulonne. En fait, un boulon, je pense qu'ici, tout le monde sait le faire, à peu près. Peut-être tout le monde ne l'a pas fait, mais tout le monde saurait le faire s'il fallait le faire. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une main-d'œuvre simplement assez peu technique, assez peu formée, une notice de montage. Bon, alors évidemment, vous avez peut-être déjà monté des meubles Ikea, parfois c'est plus compliqué qu'on l'imagine, mais enfin bon, en général, ça marche si on suit bien la notice. Et donc, vous construisez le pont sur la rive, et pareil, système de rouleau, et vous allez, donc ça prend 2-3 jours, même pas, puis ensuite vous le poussez en place, ça prend quelques heures. Et puis vous avez votre pont, vous avez préparé avant, bien sûr, les culées de chaque côté. Et puis si vous avez des ponts plus grands, vous allez pouvoir mettre plusieurs travées successives avec des palets intermédiaires. Donc un système de pont dit portatif, non pas parce qu'on va porter le pont, mais parce qu'on peut porter les éléments qui le composent, préfabriqués. Eiffel va en construire des centaines et va le vendre, ces systèmes, à peu près le même prix que le viaduc de Garabi. Donc vous voyez, le viaduc de Garabi, un pont énorme, un massif central. Et quand vous vendez un pont comme ça au même prix, c'est-à-dire à peu près, si on ramène ça au kilo de fer, c'est à peu près 90 centimes ou 1 franc le kilo, vous voyez que c'est extrêmement rentable. Et donc, va aussi assurer dans son entreprise une ressource pérenne, importante, qui va lui permettre de construire à la fois des ponts pour l'armée, pour le génie. Il y a un exemple de pont installé ici, vous reconnaissez pas, mais je vous le dis, c'est sur les gazomètres du Landy, qui était à la place, près de l'emplacement du Stade de France actuel, dans le nord de Paris, grande, énorme usine à gaz. Donc l'armée teste ce système de pont, ils en achètent, comme ça on stocke les éléments, puis s'il faut construire un pont, en 2-3 jours, on construit un pont, ça, c'est toujours intéressant. Voilà ce système de triangle dont je vous ai parlé. Il y a le demi-triangle en bas, c'est le bout du pont, il y a deux demi-triangles, donc extrêmement simple, qui est vraiment... il y avait d'autres systèmes de pont portatifs concurrents, mais celui-ci était sans doute l'un des plus efficaces, et ce qui explique qu'Eiffel en ait vendu beaucoup, y compris des ponts un peu plus portatifs, un peu plus complexes. Et en bas, par exemple, un pont plus important, beaucoup plus haut, là où les chemins de fer peuvent passer, parce que les autres, c'est plutôt des ponts routiers, y compris des systèmes avec des ponts levants, y compris des passerelles, vous voyez, légèrement, enfin, un peu surélevées, où on accède par des... Donc piétonnes, cette fois-ci, on accède par des escaliers, avec une palettes intermédiaire, vous voyez. Donc, vous reconnaissez bien le système des ponts précédents. Ça, c'est un pont que j'ai retrouvé il y a 6 mois, qui existe toujours au Vietnam, à Saigon, au Chi Minh, si vous voulez. Je suis le premier à les reconnaître depuis qu'on les a construits. Même les Vietnamiens ne savent pas que ce sont des ponts d'Eiffel. Et j'en ai trouvé d'autres. Pont Levant qu'on vient de voir, voilà par exemple
c'est le pont du Raktom, c'est au sud de Saigon. Petit pont portatif, on a renforcé, vous voyez ce qu'il y a en rouge et en blanc, c'est qu'on a renforcé, on a protégé en quelque sorte les piles un petit peu fragiles qui se trouvent derrière. Et puis le pont, vous avez plusieurs travées sur lesquelles passe encore aujourd'hui une circulation absolument infernale, un peu de voitures, mais de mobylettes, de motos, parce qu'il n'y a plus de vélos au Vietnam, c'est fini depuis longtemps. Il n'y a qu'à Paris qu'on voit des vélos en fait. Et à Hollande, Amsterdam, pardon, j'ai oublié. Mais donc beaucoup de circulation, donc ces ponts qui ont quand même 130 ans d'âge, hein, ils ont été construits ce pont-là en 1891 à peu près, voilà, toujours présent, toujours en service. Plus ou moins bien entretenu, mais quand même, c'est toujours là. Un autre pont construit par Eiffel, cette fois-ci plus important, qui était un pont à la fois ferroviaire et routier, il y avait les deux qui passaient. Malheureusement, là, je suis arrivé trop tard. Le pont vient d'être démoli, enfin, il y a 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans. On a construit un autre pont un peu plus loin. Il reste simplement le bout de travée que vous voyez à droite, là. Ils ont juste conservé ce bout-là, qui est là, comme témoignage, mais malheureusement, tout le pont a été détruit. Donc, malheureusement, il faudrait peut-être inciter nos amis vietnamiens à préserver leur patrimoine. Il reste quand même à Saigon des beaux ouvrages. Ici, c'est un pont qui s'appelle l'ancien pont des Messageries. Aujourd'hui, il s'appelle le Rainbow Bridge. C'est un pont qui a été transformé. On ne peut plus y accéder qu'à pied. Les escaliers, les rampes d'accès ont été enlevées. Décidément, c'est pas faux. Ont été enlevées. Et par contre, c'est un pont comme pas mal. Etc. On vient s'y photographier. Les mariés, traditionnellement, viennent s'y prendre en photo, un peu comme notre pont de Bir Hakeim à Paris, si vous voulez. Voilà, un beau pont construit par Eiffel aussi au Vietnam. Et dans le sud, il a construit beaucoup de choses. Et peut-être des ponts portatifs, probablement une centaine. Dans ce qu'on appelait la Cochinchine, c'est-à-dire le sud-Vietnam. Il n'a pas construit de pont au nord, ou très peu. Il en construit aussi ici à Manille. Malheureusement, je pense, un pont qui a disparu. Vous reconnaissez le système. Et donc, dans les années 1880, Eiffel a montré qu'il savait développer une entreprise, construire des très grands ouvrages, viaduc de Porto, viaduc de Garabie, des grandes structures. Et finalement, son entreprise se porte bien. Ce n'est pas la plus grosse, encore une fois. Il a eu la Légion d'honneur, d'ailleurs, en 1878, déjà, on reconnaît ses mérites. Et en 1884, donc Eiffel a 52 ans, pleine force de l'âge. Puis il est sportif, et puis il vivra longtemps encore, donc il est quand même costaud. Et c'est une époque où on commence à imaginer de pouvoir faire des tours, des structures de 1000 pieds. 1000, c'est un chiffre symbolique, hein, c'est 1000 pieds, et 1000 pieds, comme vous le savez, c'est à peu près 300 mètres. Là, c'est des ingénieurs américains qui avaient une entreprise de construction métallique et qui construisaient beaucoup de ponts à l'époque, d'ailleurs, qui proposent leur système de construction pour faire cette tour de 1000 pieds. Clark et Reeves, qui compare d'ailleurs, vous voyez, à la hauteur des pyramides, des grandes coupoles Saint-Pierre de Rome, les cathédrales, etc. Et c'est là que, non pas Eiffel, mais ces deux principaux ingénieurs, Maurice Coquelin, dont j'ai déjà parlé, qui a fait les calculs de Garabie, très jeune ingénieur, il doit avoir à l'époque 28 ans, à peu près. Et puis Émile Nouguier, un peu plus âgé, Émile Nouguier que Eiffel a débauché chez un concurrent pour être le responsable de tout ce qui était montage, construction sur le site. Donc 2 ingénieurs jeunes, mais de grande expérience déjà, et très, très bons, discutent ensemble et ils se disent au fond, qu'est-ce qu'on en mai 1884, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette exposition universelle qui s'annonce de 89, hein, dans 5 ans, certes, on est un peu à l'avance, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Parce que 89, ça va être une grande expo. On célèbre le centenaire de la Révolution française, symboliquement, une date importante pour la France. Et puis la France, en 84, elle a rattrapé son retard sur l'Angleterre, c'est devenu une grande nation industrielle, elle a payé sa dette faramineuse à la Prusse après la défaite de 71. Elle est en plein essor et du coup, ces 2 ingénieurs se disent, mais au fond, si on faisait une tour de 1000 pieds, 300 mètres, on va faire un pylône, avec un peu comme un pylône de pont, vous avez ces 4 arêtes liées par des croix de Saint-André. Donc si on prend 4 arêtes pour monter à 1000 pieds, on va avoir d'énormes croix de Saint-André. Donc on va scinder les arêtes, que vous avez vu à Garabie par exemple, on va les scinder en espèce de caissons eux-mêmes, contreventés par des poutres, des croix de Saint-André. On aura 4 pylônes
qu'on va réunir par des ceintures comme ça à différents niveaux. On va donner une forme incurvée, alors qui ressemble à... Vous me direz, ah oui, mais c'est la forme du A. Vous avez vu le film peut-être. Mais heureusement, dans le film, elle s'appelle Adrienne. Imaginez qu'elle se soit appelée Yvette. On a une tour comme ça. Bon, donc c'est pas pour ça que cette tour a cette forme-là, c'est parce que les ingénieurs, et notamment Coquelin, qui est quand même un très bon ingénieur, se dit, mais une tour qui monte très haut, elle va prendre le vent. Rappelez-vous le pont là, qui était tombé, donc il faut quand même y penser. Et donc, il va imaginer une forme qui permet de composer l'effort du vent, il est horizontal. Il pousse le vent, donc il tendrait à renverser. Puis après, il y a le poids propre de la structure. Pas très lourd, mais quand même. Le poids, il est vertical. Donc si vous avez fait, là je reviens à la classe de seconde à peu près, ou de troisième même peut-être, si vous composez le vecteur horizontal représentant la force du vent avec le vecteur vertical représentant le poids, vous avez une résultante qui est oblique. Et à chaque niveau, vous avez plus de poids quand vous êtes plus bas à supporter que quand vous êtes plus haut. Le vent, il est soit constant, soit on peut prendre même un vent progressif, enfin il peut varier. Et puis du coup, la direction de cette résultante, elle va être de plus en plus oblique. Là, vous avez la forme de la tour. Voilà. Donc il y a un pilier à l'opposé du vent qui va être comprimé, puis l'autre posé à l'autre qui est sous le vent, qui est au vent, pardon, il va être tendu. Donc vous avez une forme qui optimise en fait la structure pour bien résister au vent. Ça vous permet d'avoir une structure plus légère, plus facile à construire, moins coûteuse. Voilà. Et c'est ça qui donne cette forme tout à fait caractéristique. Alors sur ce dessin, c'est une belle courbe, qui est d'ailleurs extrapolée d'une courbe mathématique, en fait, approximée, disons. Vous voyez l'empilement des monuments, Notre-Dame, la Statue de la Liberté, ils viennent de la construire, la colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe, colonne de Juillet, etc. Pour montrer que tout ça empilé, ça fait 300 mètres. Voilà, c'est la hauteur de la tour. Donc ils ont fait quand même un schéma. Alors faire un schéma, c'est bien. Moi, je vous fais un stylo, je vous fais une tour de 1000 mètres, tout de suite. Je vous le dessine. Mais comme dit l'autre, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, si j'ose dire. Appréciez le jeu de mots, j'espère. Bon, donc, il le montre à leur patron. Eiffel, j'étais pas là, mais on peut imaginer la réaction d'Eiffel, c'est de dire, bon, c'est pas mal, les gars, c'est intéressant, mais écoutez, n'y passez pas trop de temps, vous y travaillez le soir ou le week-end, mais en dehors des heures de bureau, quoi. Les ingénieurs sont un petit peu dépités, mais ils comprennent aussi une chose, c'est que ce pylône, c'est quand même pas, c'est un peu vraiment un pylône industriel, quoi. Et c'est pas extrêmement séduisant, quoi. Ça n'a pas séduit en tous les cas leur patron, Eiffel, et ils vont demander à un architecte, Stéphane Sauvestre, qui avait déjà travaillé avec l'entreprise, de redessiner le projet. Ça, c'est le projet que vous avez à gauche. Ça, c'est le projet de Sauvestre. Et alors, Sauvestre, il va faire deux choses importantes. Il va agrémenter, il va simplifier déjà le nombre de ceintures. Il n'y en a que 3. Premier, deuxième, étage intermédiaire et le dernier. Et dans ces étages, il va les redessiner pour mettre des salles vitrées. Pourquoi ? Parce qu'un pylône sur lequel on ne peut pas monter, ce serait très frustrant. Donc il faut que le pylône soit ouvert au public. Donc il faut que le public soit reçu, qu'il y ait des salles pour se protéger s'il pleut, il y a des cafés, des restaurants, des boutiques, etc. Donc il imagine des salles. Et puis la deuxième chose que fait Sauvestre, c'est de proposer qu'au lieu d'avoir cet empattement un peu simple, eh bien on ait à la partie basse, sur chaque face, un grand arc. Pourquoi ? Parce que l'arc, c'est une forme que les Romains ont beaucoup utilisée dans toute l'architecture de la Renaissance, l'architecture classique. L'arc, dans les ponts, ça vous donne une impression de stabilité. Comme si la tour reposait bien sur quelque chose de bien. Donc ça rassure, ça donne aussi une forme de porte, ça invite à franchir, à passer dessous, etc. Donc c'est un beau geste architectural. Bon, en fait, l'arc, il est suspendu. Il ne repose pas sur le sol, il est juste suspendu à la structure de la tour. Ça, c'est le projet qui va être diffusé, il va être modifié, et sur lequel Eiffel va pouvoir, à ce moment-là, se dire, oui, finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée. Là, le projet est exposé au Salon d'automne en 1884. Et puis Eiffel se dit, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais le faire.
faut déjà avoir confiance en soi. Hein. Je vais faire cette tour la plus haute du monde, 300 mètres. Le plus haut monument du monde à l'époque, c'était l'obélisque de Washington, qui est en granit, qui a des murs de 4,50 m d'épaisseur, et qui avait mis 20 ans à se construire. Il y avait les cathédrales aussi, même les pyramides, 145 mètres à peu près. Tout d'un coup, je vais faire le monument le plus haut du monde, et je vais le faire. Et donc, il commence aussi à faire connaître le projet, à l'exposer, à en parler. Le projet, l'entreprise retravaille dessus. Il est mis en concurrence. Il y a d'autres candidats, d'autres architectes, notamment Bourdet, qui avait fait le palais du Trocadéro en 1978, qui propose un projet de tour en maçonnerie de 300 mètres de haut. Moins crédible. Puis la tour en maçonnerie de 300 mètres de haut, je pense qu'elle se serait écrasée. On a fait des calculs récemment, je vous le dis, mais ne le répétez pas, mais elle se serait écrasée sous son propre poids. Il aurait fallu des murs énormes de granit qui auraient été trop lourds pour ne pas s'écraser, sans parler des fondations. Enfin bref, il y a quelque chose qui commence à émerger, d'autant plus que Eiffel donc, convainc les autorités qu'il peut faire cette tour. Alors on le croit. Pourquoi est-ce qu'on le croit ? Il est quand même un ingénieur qui a une entreprise, qui a 30 ans d'expérience derrière lui, qui est crédible, qui est convaincant, qui est sûr de lui. Et en plus, Eiffel va proposer de financer la tour. C'est cadeau, ça. Une tour qui ne nous coûte rien, qui va coûter 1/5 du prix, 20% du prix. On va lui donner une subvention quand même. Et on va lui donner une concession de 20 ans pour récupérer l'investissement de la tour. C'est assez fair-play, mais en même temps, pour l'État, c'est tout bénéfice. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Grande Expo universelle, à Paris, moi, je construis une tour de 1000 mètres, et c'est moi qui la paye. » Donc, on peut comprendre, c'est convaincu des autorités qui donc inscrivent cette tour dans le programme de l'exposition universelle de 1889. Projet qui va être simplifié. Voilà le projet à droite qui va être effectivement construit. On conserve l'arc, les salles des étages sont plus petites, il y a des auvents simplement. Enfin, on a un petit peu simplifié tout ça par rapport au projet de Sauvestre, mais on a gardé quand même l'essentiel des dispositifs. Et vous voyez que la forme structurelle, au fond, elle est assez proche de ce qu'avaient imaginé nos deux amis Coquelin et Nouguier. Donc Eiffel propose de financer. Il y a un concours qui avait été lancé pour l'exposition, l'ensemble des bâtiments de l'exposition universelle. Il y a 4 prix qui sont donnés. Et puis Eiffel remporte le prix concernant la tour qui était inscrite au programme. Parce que dans le programme, Locroix, qui était le ministre du Commerce de l'époque et le grand Manitou de l'Expo universelle, avait dit on impose aux concurrents de prévoir une tour de 125 mètres de côté et 300 mètres de hauteur. C'est exactement le projet d'Eiffel. Donc, c'est-à-dire que le projet d'Eiffel était déjà inscrit dans le programme du concours de l'Expo, ce qui fait que logiquement, on attribue à Eiffel cette tour, d'autant plus qu'il est prêt à la payer. Bon, on aurait pris une autre entreprise, ça aurait été plus compliqué, je pense. Donc Eiffel va se lancer, et puis on a traîné tout ça. On a traîné, il faut une convention signée quand même entre l'État, la ville de Paris et Eiffel, pour la concession du terrain qui appartient à la ville de Paris, pour l'État qui donne 1,5 million qui fait... Donc c'est compliqué, et tout ça, ça traîne. On ne signe la convention qu'en janvier 1887. L'Expo, elle ouvre 2 ans et 3 mois plus tard. Et puis il ne s'agit pas que la tour elle soit finie fin 89. Vous imaginez ? La tour pas finie. Pour Eiffel lui-même, et même pour la France, on aurait été ridicule. Donc Eiffel, il a un double challenge, faire la tour la plus haute du monde et la faire en un temps record. Et il va commencer par faire des fondations. Il y a 4 piliers. Chaque pilier est composé de ce qu'on appelle des arbalétriers, 4 arêtes, si vous voulez. Donc chaque arête a sa fondation. Ce que vous voyez, c'est ces massifs de maçonnerie. Pour descendre, trouver le bon sol, parfois il faut descendre de plusieurs mètres, 10-15 mètres. Pour ça, les 2 piliers côté Seine, il y a de l'eau, parce que c'est une nappe phréatique. La Seine, c'est la nappe de la Seine qui est sous le niveau du sol, bien sûr, mais quand même qui est présente. Donc on va mettre des caissons, et ces gros caissons métalliques que vous voyez ici sur la photo du haut, pour pouvoir, à l'air comprimé, chasser l'eau, construire, creuser à pied sec, faire descendre petit à petit les caissons, qu'on remplit ensuite de maçonnerie pour donner l'assise, le socle sur lequel les massifs de maçonnerie vont pouvoir être construits. Voilà ces caissons, une vue avec des sas qui permettaient de sortir les personnes et les matériaux. Et la tour commence ici un schéma qui vous résume ce montage, des échafaudages dans la partie basse pour soutenir la grande poutre du premier étage et les arbalétriers qu'on commence à construire, enfin les arêtes qu'on construit en porte-à-faux, comme ça, qui s'appuient sur des échafaudages en bois.
Ce que vous voyez, les petits insectes là, que vous voyez, c'est des petites grues à vapeur qui vont grimper sur la tour en suivant en fait les chemins qui vont être prévus pour les ascenseurs ultérieurement, qui vont permettre de monter les pièces. Voilà le début du chantier. On a fait les maçonneries, on a préparé les assises obliques des arêtes, qui ont été avec des socles, des gros socles en fonte, et puis les poutres, qui sont des caissons d'acier, qui vont commencer à être montés avec des échafaudages en bois qu'on va rapidement construire pour éviter que les choses, que ces arêtes tombent. Gros échafaudage en bois, d'ailleurs on recrute pas mal de personnel ouvrier, beaucoup recruté sur place à Paris, des charpentiers de Paris, à la fois pour les échafaudages et même pour les montages. Il y a une équipe d'encadrement très expérimentée, qui a fait Garabi, qui a fait des grands chantiers. Il y a les ingénieurs que Klein nous guide en tête et puis d'autres qui surveillent tout ça. Et puis Eiffel, lui, qui est à la manœuvre aussi pour parer un peu à toute éventualité. Et notamment aux oppositions qui commencent à se manifester, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt consensuel. La tour, on fait la tour la plus haute du monde pour l'Expo universelle, c'est quand même sympa, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Sauf que pendant le chantier, au début du chantier, il y a les riverains déjà du Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est beaucoup plus large. Vous imaginez que le Champ de Mars, il va du front de l'avenue Bosquet jusqu'au front de l'avenue de Suffren. Il n'y a pas les constructions qui sont le long des voies parallèles. Ça a été fait en 1910, ça. Donc c'est très très large. Alors des gens quand même, des riverains qui ont peur que la tour leur tombe dessus, sur leur maison ou dans leur jardin. Bon, Eiffel dit ok, je vous indemnise, je prends tous les risques à ma charge. Déjà, il faut quand même... Je suis ma propre assurance. Et puis, il y a surtout une protestation d'artistes. Une protestation d'artistes très célèbres. Ce n'est pas des petits artistes, c'est Maupassant, c'est Alexandre Dumas fils, c'est Gounod, musicien, c'est Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, Meissonnier, très grand peintre de l'époque, le comte de Lille, etc. Vraiment des grands artistes de l'époque qui représentent en fait l'intelligentsia artistique, qui font publier une protestation et qui viennent en disant nous venons au nom du goût français protester contre l'érection en plein Paris de l'odieuse Tour Eiffel, l'odieuse colonne de tôle boulonnée, ce hideux pylône à gris, enfin avec des qualificatifs quand même bien sentis. Ce qu'on a lu il y a quelques années sur la pyramide du Louvre, à côté, c'est pas grand-chose. Bon, et qui arrive là en plein... Alors que le chantier est déjà commencé. Et alors Eiffel, qui a été prévenu par la presse, ça paraît dans le journal Le Temps, c'est le grand journal de l'époque, en première page. Et puis Eiffel a été prévenu qu'il y avait cette protestation. Il a le temps de rédiger une réponse, qui est même page, juste à côté, où il répond d'ailleurs en substance, au fond, oui, moi je prétends pas faire de l'architecture ou rivaliser avec les productions d'architecture. Par contre, parce que nous sommes des ingénieurs, je le cite presque de mémoire, croit-on que nous ne sommes pas préoccupés par la beauté ? Et ma tour aura sa beauté propre, qui est issue des lois du calcul. Cette courbe assez gracieuse, c'est au fond une courbe qu'on obtient en calculant la résistance que je vous ai expliqué tout à l'heure, les vecteurs, etc. Donc c'est assez, finalement, position qui dit ma tour n'a pas à lutter, à se prétendre une œuvre d'architecture. Par contre, elle a une beauté propre. Et comme les pyramides d'Égypte, qui sont des tas de pierres empilées, ont quand même aussi une beauté qu'on leur reconnaît encore aujourd'hui. Donc il se répond assez subtilement, et puis il dit aussi votre protestation, elle vient trop tard ou trop tôt. Trop tard, la convention est signée, le chantier est commencé. C'est un peu tard pour protester, il fallait protester il y a 2 ans. Trop tôt parce que ma tour, elle est là pour 20 ans, mais on va discuter dans 20 ans si on la garde ou pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il faut la démonter tout de suite, parce qu'elle est en cours de construction pour l'Expo universelle. Et puis il est soutenu par le ministre de l'époque, Lecroix, qui dit d'ailleurs, on dit peut-être que sa réponse aurait été rédigée par un des membres de son cabinet ou de son bureau qui s'appelait Courteline, une plume légère, et qui dit mais messieurs les artistes, ce que je vous prie de faire, c'est de bien conserver cette protestation, parce que quand la tour sera achevée, on pourra la ressortir et peut-être certains pourront en rire. Donc il a soutenu politiquement, en tous les cas, Eiffel. La tour continue. Elle continue assez vite, avec ses échafaudages en bois. Et vous voyez que les 4 pylônes obliques, espacés comme de 125 mètres,
doivent se rejoindre pour former sur une grande poutre qui va former toute la ceinture du premier étage. C'est le moment critique en fait de la construction. Parce qu'il faut pouvoir régler la poutre posée sur son échafaudage, les pylônes qui montent, tout ça, il faut se régler pour que les trous de rivet viennent coïncider, encore une fois, au millimètre près. Tout ça, c'est tracé au dixième de millimètre, c'est extrêmement précis, mais à l'arrivée, ça peut bouger. Donc on a des systèmes de réglage, de vérins provisoires, de boîtes à sable, vous voyez, qui sont dans cette, je ne sais pas si une flèche, non, c'est pas de flèche, voilà, qui sont à l'intersection des échafaudages qui soutiennent les arêtes. Une boîte à sable, les Égyptiens connaissaient déjà, c'est une boîte pleine de sable. Donc vous pouvez appuyer dessus une charge considérable, parce que le sable, et puis par contre, vous avez prévu un petit trou à la base de la boîte, vous ouvrez le petit trou, le sable qui est bien sec, il coule, et puis du coup, ça fait baisser le niveau du sable, donc ça fait baisser la pièce qui s'appuie dessus. Donc vous pouvez descendre, vous ne pouvez pas remonter après, mais vous pouvez descendre progressivement. Donc hop, on arrête, on remet le bouchon, on descend un peu, on met des vérins. Dans certaines piles, pas toutes, on met des vérins hydrauliques, petits vérins, plats, qui ont quelques centimètres de course seulement, mais qui permettent de soulever légèrement les arêtes, et ça va vous donner la possibilité de régler tout ça et de faire coïncider le premier étage. Même quand vous allez encore aujourd'hui sur la tour, c'est gros. Et déjà au premier étage, vous voyez cette poutre, elle fait plusieurs mètres, 10 mètres de hauteur. Enfin, on est quand même déjà dans quelque chose de gigantesque. Tout ça soutenu par des échafaudages provisoires en bois. Voilà ces vérins, vous voyez qu'on met à la base des piles. Vous voyez cette partie, là, un ouvrier est en train de mettre une cale, parce qu'une fois qu'on a réglé la tour, on met des cales, puis après on peut dégonfler le vérin, puis enlever le vérin. La tour n'est pas montée en permanence sur des vérins qu'on va bouger. Ça a été fait pendant le chantier. Parfois, on l'imagine. Vous voyez, une petite machine avec deux ouvriers pour pomper, comme faisaient les Shadocks, vous vous souvenez. Voilà, donc c'est très simple. Et dès lors, la tour peut continuer à monter. On se sert du premier étage comme une plateforme intermédiaire de chantier. Eiffel va même construire un restaurant sur cette plateforme pour éviter aux ouvriers d'avoir à descendre, remonter et de perdre du temps. Il n'y a pas d'ascenseur à l'époque, on monte à pied. Voilà les petites grues qui vont monter ces pièces qui viennent de Levallois-Perret, qui sont acheminées par des charrettes tirées par des chevaux, des pièces de quelques mètres de longueur, vous voyez, 3 tonnes maximum. 1 250 000 rivets posés sur la tour, 1 250 000 posés dans l'usine, 2,5 millions en tout. Donc vous voyez, il y a des millions de rivets. Quand vous allez sur la tour, vous êtes frappé par cette présence, cette omniprésence des rivets. Moi, j'aime bien les rivets, c'est un peu comme les coutures d'un vêtement. Et ça structure les choses. Il y a même des couturiers qui vous font même les coutures visibles pour bien montrer les choses. Voilà, ça monte. Les rivets, on les pose sur le chantier avec des petites équipes de 4 personnes. Un petit mousse qui chauffe les rivets, un qui tient le tas de l'autre côté du rivet, l'autre qui le tient, le rivet, et puis le plus costaud qui, à un grand coup de masse, écrase la tête du rivet. Le rivet, on le fait chauffer au rouge, donc il est un peu mou, pas complètement mou, mais un peu. Donc quand on le met dans le trou, on peut écraser la tête, et ensuite le rivet va se refroidir, et en se refroidissant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va serrer les plaques. Et c'est le serrage des plaques par les rivets qui maintient l'assemblage. Très efficace, très durable. Évidemment, il ne faut pas avoir le vertige. Personne ne travaille dans les assurances, là, ici, dans la salle. Bon, donc il n'y a pas de casque, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas de barrière. Bon, les gars, ils travaillent comme ça à 300 mètres. Et d'ailleurs, quand la tour arrive pratiquement au 2e étage, il y a une grève. Les ouvriers veulent être augmentés. Ils ne sont pas trop mal payés, ils sont payés le double d'un ouvrier normal, mais ils veulent être augmentés. Eiffel, au début, il dit non, écoutez, pas question. Ceux qui ne sont pas là demain matin à l'embauche, ils sont virés. Puis le lendemain matin, il y a 20% des ouvriers, 30% des ouvriers qui sont là, il en manque trop pour continuer. Donc il cède, il augmente, prévoit une augmentation progressive, une prime pour ceux qui arriveraient en haut, etc. Enfin, il réussit à désamorcer cette grève qui était, on peut le dire d'ailleurs, de bonne guerre, puisque au fond, il y avait un enjeu pour Eiffel, c'était de terminer la tour à temps. Encore une fois, le temps pressait. Et là, on était donc déjà en 1888, on était à quelques mois seulement, même pas de l'ouverture de l'Expo. Puis les ouvriers travaillaient comme dans des conditions
difficile. Mais Eiffel leur dit, de toute façon, si vous tombez de 300 mètres de hauteur, c'est comme si vous tombiez de 30 mètres. Le résultat est le même. Donc, il n'y a pas plus de risques et donc je n'ai pas de raison de plus vous payer parce que vous travaillez à 300 mètres qu'à 30 mètres. Enfin, bon, il discute, mais il a quand même augmenté ses ouvriers pour leur permettre de continuer à travailler. Vous voyez ici une équipe typique de riveurs qui portent leurs outils et qui sont, vous voyez en bas, la Seine, qui sont, on reconnaît l'arc sommital, donc ils sont vraiment à quasiment 300 mètres de hauteur. Bon, on avait des photos, vous avez peut-être sans doute vu des photos un peu similaires dans les constructions des gratte-ciel à New York. Vous avez des gars qui se baladent, ou même sur la tour, sur des poutrelles larges comme ça, tac, 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 qui réceptionnent une poutrelle. Enfin, il faut avoir le pied sûr. Donc, vous voyez, ça monte très vite. 14 octobre 1888, à gauche, 14 novembre, un mois plus tard. Vous avez vu déjà ? Donc, presque chaque semaine, un panneau qui monte. Donc, il faut imaginer le spectacle. Et pendant ce temps-là, toutes les constructions du Champ de Mars se construisent. Au fond, vous distinguez dans le brouillard la grande galerie des machines, le plus grand bâtiment du monde, construit à l'époque, 420 mètres de long, 115 mètres de large. Vous pouvez mettre à peu près 6 ou 7 terrains de foot à côté, sans point d'appui, sans poteau. Énorme bâtiment et la tour la plus haute du monde qui est en train de se construire à toute vitesse. Novembre 88, l'expo doit ouvrir en mars. Donc on est à 4 mois de l'ouverture, donc il ne s'agit pas que... C'est pas tout à fait terminé. Il va falloir mettre des ascenseurs, parce que la tour est ouverte au public, par définition, puisque c'est même d'ailleurs le prix des billets, les billets vendus à 1 franc à l'époque, qui va permettre... 3 francs à l'époque, 3 francs quand même, ce n'est pas donné, qui va permettre de monter sur la tour. Il y aura 2 millions de visiteurs, faites le calcul, 6 millions de francs. La tour a coûté à peu près 7,5 millions, ce qui fait qu'Eiffel a pu quasiment rembourser les 5 millions d'emprunts qu'il avait fait pour payer la tour. Il avait apporté de l'argent, vous vous rappelez qu'il y avait une subvention. Au bout d'un an, à la fin de l'Expo universelle, il a remboursé tous ses emprunts. Il devient le seul concessionnaire, pas propriétaire, parce qu'il est propriétaire, le terrain appartient toujours à la ville de Paris. Donc il s'agit d'ouvrir à temps, il s'agit d'installer les ascenseurs à temps. En avril 89, la tour est terminée pour l'Expo. Les ascenseurs ne sont pas tout à fait terminés, ils vont avoir à peu près un mois et demi de retard. Mais pas grave, c'est les plus grands ascenseurs du monde aussi à l'époque. On n'a jamais fait d'ascenseur qui vont du 2e au 3e. Il y a quand même 140 mètres de hauteur. On n'a jamais fait d'ascenseur aussi haut, parce qu'il n'y a pas d'immeuble aussi haut à l'époque, tout simplement. Voilà des planches qui montrent le mécanisme des ascenseurs qui subsistent encore aujourd'hui, système de pistons hydrauliques qui vont pousser un chariot qui lui-même va tirer des câbles, démultipliés par un système de poulies, de moufles, et qui vont tirer ces cabines à 12 étages vers le premier, vers le 2e étage. Il y a un autre système d'ascenseur pour aller du 2e au 3e étage. Ces cabines ont été changées. Maintenant, il y a les moteurs électriques déjà installés d'ailleurs en 1900. Au début, c'était des machines à vapeur qui actionnaient les pistons hydrauliques. Et puis, il ne s'agissait pas qu'il y ait d'accident. Imaginez un ascenseur qui se casse la figure. Bon. Donc, il s'agissait de faire des ascenseurs parfaitement. Donc, il y a eu 3 constructeurs qui se sont partagés les morceaux d'ascenseur. Et en 1889, eh bien, Eiffel peut triompher. Sa tour, la galerie des machines à gauche, les autres bâtiments de l'Expo sur le Champ de Mars, ce Champ de Mars beaucoup plus large. En face, l'ancien Trocadéro qui datait de 1878, et puis la tour qui s'appelle déjà la tour Eiffel. C'est rarissime, des monuments dans le monde qui portent le nom de leur architecte ou de leur constructeur, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est quand même, c'est ce qui vaut Eiffel d'ailleurs d'être aujourd'hui, à mon avis, le Français le plus connu au monde. Bon, après Napoléon, on va dire. Peut-être après Victor Hugo, et encore, maintenant ça se perd un peu, la gloire littéraire française ou Balzac. En tous les cas, elle est très, très connue parce qu'elle porte justement son nom. Elle était rouge à l'origine, c'est la peinture de protection contre la corrosion qu'on lui a mis. Et puis Eiffel, il peut surfer sur le toit du monde, en quelque sorte, le toit de la tour Eiffel. Il devient officier de la Légion d'honneur, il est président de la Société des ingénieurs civils, la plus importante association d'ingénieurs en France. Il est reconnu partout, vous le voyez ici, le Central, c'était un journal de l'école centrale. Il pose la petite pyramide de Khéops à côté de lui, et puis sa tour. Voilà, il peut triompher, il a le triomphe modeste, mais enfin il l'a quand même fait, cette tour qu'il voulait faire. Il l'a fait dans les temps. Chapeau l'artiste. Chapeau de forme, l'artiste, on dirait même.
Là, il pose au sommet de la tour. Je conclus et je termine pour parler assez brièvement de la deuxième partie de sa carrière, qui va être une rupture par rapport à sa carrière de constructeur. Aujourd'hui, on parle d'Eiffel constructeur, mais quand même, il faut amorcer aussi la suite. La rupture, elle se passe au moment où Eiffel va signer un contrat. En 1887, il est en train de construire le premier étage de la tour. Il est en pleine bourre pour finir la tour à temps. Et on lui demande, on vient le chercher un peu en pompier à la rescousse pour finir le canal de Panama. Ferdinand de Lesseps a fait le canal de Suez. C'est devenu le grand français, tout auréolé de la gloire de le canal interocéan qui réunit la mer Méditerranée, l'océan Indien, etc., la mer Rouge. Et Lesseps va se lancer dans la construction d'un canal entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, à travers l'isthme de Panama. En fait, c'est la Colombie à l'époque. Il a une concession et il imagine Lesseps d'un canal à niveau. Alors, il y a une petite différence de niveau entre l'Atlantique et le Pacifique, donc il y aurait quand même une petite écluse, mais un canal à niveau. Or, il y a des montagnes quand même qui montent presque à 300 mètres de hauteur. Vous imaginez, il faut creuser la montagne sur 300 mètres de hauteur dans un climat épouvantable, des maladies, les terrains qui glissent, il pleut beaucoup. Il s'obstine, puis Lesseps, grand français, personne ne peut lui dire, monsieur Lesseps, excusez-moi, mais vous vous trompez. Impossible, il fait partie de ces gens qui ne peuvent même pas leur dire, et même leur entourage ne sont pas capables de leur dire la vérité, sauf qu'à un moment donné, il s'aperçoit qu'il ne va pas y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Eiffel, qui avait proposé quelques années auparavant, quand on imaginait le projet du canal initial, en 1879, Eiffel avait dit, non, le canal à niveau, c'est impossible, trop compliqué, il faut faire un canal avec des écluses, des escaliers d'écluses, ça existe déjà. Canal de Briard, il y a tout un escalier d'écluses, canal du Midi, il y a l'escalier d'écluses, etc. C'est une façon de progressivement monter. C'est un peu plus compliqué qu'un canal à niveau. On ne traverse pas d'un seul trait, il faut monter, descendre, etc. Enfin, bon. Mais c'est la seule solution viable, avait-il dit. Là, on vient le chercher en 87. Fin 87, en lui proposant finalement de faire son canal à écluses. Bon. La Tour Eiffel, elle a coûté 7,5 millions de francs. Il avait emprunté 5 millions, il avait mis 1 million, il avait obtenu 1,5 million de subventions. Là, on lui propose un marché 125 millions. Voilà, oui, il a dû dire ça, j'étais pas, mais enfin, il a dû dire ça. Il a même écrit d'ailleurs qu'il a hésité beaucoup et il disait, mais c'était sa réputation et sa vie même qui était en jeu. S'il se plantait, c'était la faillite, c'était la catastrophe. Il accepte, il signe le contrat. Il prend quand même quelques précautions en demandant 30% d'acompte. Bon, cela dit, si vous faites refaire votre cuisine, l'artisan va vous demander 30% d'acompte. C'est normal, c'est classique. C'est un acompte. C'est pas une avance. Non, c'est 30% d'avance, pardon. C'est une avance non remboursable. Donc 30%. Et puis il va commencer les travaux. Pendant qu'il construit la tour, il va commencer les travaux de Panama. Il va sous-traiter une partie, bien sûr, tout ce qui est terrassement. Il ne va pas aller à Panama lui-même. Enfin, il va sous-traiter. Il va sous-traiter. Il y a des portes d'écluses, ce que vous voyez là, les grandes portes, très astucieuses, qui ne s'ouvrent pas comme des écluses classiques, dans des écluses dites à mitre, un mitre d'évêque. Non, elles ne s'ouvrent pas, elles coulissent. Elles coulissent en flottant. C'est-à-dire quand le canal est comme ça, on peut faire flotter l'écluse, elle vient se glisser, puis après on la remplit d'eau avec des ballasses et elle vient se reposer sur le fond. Puis après, quand on veut l'ouvrir, on vide l'eau et puis l'écluse flotte et puis on peut l'ouvrir à nouveau. Très astucieux, vous voyez, qui permet de manœuvrer l'écluse assez facilement. Et donc ces portes d'écluse qui font quand même une dizaine de mètres de hauteur, ils commencent, vous voyez en bas, une porte en cours de construction. Il avait sous-traité au chantier de Saint-Nazaire, un chantier naval, pour pouvoir les expédier ensuite à Panama par bateau, de tracer en haut du canal. Donc quand même c'est incroyable parce qu'il est en train de construire la tour. Il ne faut pas qu'il se plante, qu'il arrive dans les délais et en même temps il se lance dans cette affaire de Panama et avec un certain succès. Il va toucher quand même à près 73 millions de francs, 10 fois de la tour, 10 fois le prix de la tour en avance. Et il va en dépenser à peu près 50. Il va réussir à en dépenser 50 environ, en sous-traitant des travaux, en construisant ses portes d'écluses, etc. Il commence ces choses. Ça fonctionne.
Et puis malheureusement, pour lui, mais aussi pour les petits épargnants qui ont mis beaucoup d'argent, leurs épargnes dans la construction du canal, la Société du canal de Panama fait faillite. Parce qu'elle n'arrive pas à souscrire ses derniers emprunts, y compris d'ailleurs en corrompant à peu près la moitié des parlementaires, enfin une bonne partie du Parlement national, pour que le Parlement vote l'autorisation de faire un emprunt qu'on appelle un emprunt à l'eau. Un emprunt à l'eau, c'est pas à l'eau, c'est à l'eau, A, plus ou moins LOTS. L'emprunt à l'eau, ça veut dire vous souscrivez une obligation pour cet emprunt, vous payez, mettons 100 francs, et puis il y a un tirage au sort qui fait que vous allez pouvoir gagner, comme à la loterie, de l'argent, éventuellement. Certains heureux élus pourront gagner. Donc ça incite les gens à acheter des obligations. Mais c'est un jeu de hasard, parce qu'il y a un tirage au sort. Donc, le jeu de hasard en France, très encadré, il faut que le Parlement vote l'autorisation de cet emprunt. Ce qui est fait moyennant un coup de millions distribués à peu près, encore une fois, un bon paquet de parlementaires. L'emprunt est voté, mais malheureusement, il n'est pas souscrit. Il y avait déjà eu d'autres emprunts avant, et puis là, l'opinion elle commence un peu à renacler, et l'emprunt n'est pas souscrit. Donc, pas assez d'argent. Donc, la compagnie fait faillite, met la clé sous la porte. Mais Eiffel, lui, il a quand même touché 73 millions, il a dépensé 50, il accepte d'en remettre 3, voilà, mais pour indemniser, mais il en reste quand même à peu près 19. Donc il a gagné quand même beaucoup d'argent. 19 millions de francs de l'époque, c'est beaucoup. Avec ça, il va s'acheter un hôtel particulier à Paris, une maison au bord du lac Léman, une maison sur la Côte d'Azur, un château dans le Bordelais, une autre maison pour ses enfants, tout ça, en Bretagne. Enfin bref, il a gagné de l'argent. Et en France en particulier, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent et que beaucoup, ou peut gagner beaucoup d'argent et que beaucoup en perdent beaucoup, c'était le cas des petits épargnants, celui qui en a gagné, il est forcément soupçonné de s'en être mis plein les poches au détriment des autres. Ce qui est faux en l'occurrence, puisque Eiffel, encore une fois, avait un contrat, qu'il avait bien sûr, il a pris ses précautions. Et puis il faut rappeler que la Société du canal de Panama avait à peu près levé en tout à peu près 1,5 milliard de francs de l'époque. On a dépensé 400 millions sur les travaux, dont 125 millions de contrat d'Eiffel. C'est-à-dire que le reste, c'était frais bancaires, genre 250 millions, pots de vin, 200 millions, frais de siège, 100 millions. Enfin bon, c'est une gabegie totale. Et c'est bon. Lesseps, son fils, qui dirige la compagnie, les principaux responsables sont assignés au tribunal, à la cour d'appel directement. Il n'y a pas eu de correctionnel avant, parce qu'ils sont un peu juristes, savent que normalement il y a une étape correctionnelle, appel, puis cassation. Pourquoi directement en cour d'appel ? Parce que Ferdinand Lesseps était grand croix de la Légion d'honneur, et depuis une loi de 1812, les grands croix de la Légion d'honneur sont directement assignés en cour d'appel, et tous les gens qui sont assignés en même temps. Donc directement en cour d'appel, et la cour d'appel condamne Eiffel, il n'y croyait pas vraiment d'ailleurs, mais il condamne Eiffel à 20 000 francs d'amende, bon ça encore, et 2 ans de prison. Bon, c'est quand même dur, quoi. Il n'a rien à se reprocher, et objectivement, avec le recul, il n'a rien à se reprocher, sauf qu'avoir pris ses précautions, vu le risque énorme qu'il prenait. Ce pourvoi en cassation, ça ne traîne pas, ça ne prend pas 5 ans, ça prend 5 mois. Et par contre, la Cour de cassation, comme vous le savez, le jugement, quand vous passez en Cour de cassation, le jugement de la Cour d'appel est exécutoire. Condamné à la prison. Donc le jour de l'ouverture de la Cour de cassation, il doit être en prison, puisqu'il doit exécuter le jugement. 5 jours après, là aussi, ça n'a pas traîné, délibération de la Cour de cassation qui annule le jugement de la Cour d'appel. Pour prescription. Parce qu'il était poursuivi pour abus de confiance. On n'a pas réussi à lui mettre sur le dos plus que l'abus de confiance, parce qu'il n'était pas, on avait pensé qu'il était, voulu faire penser qu'il était mandataire de l'entreprise de Panama, pas du tout. Pas mandataire, il était entrepreneur, payé au forfait, prestataire, et pas dirigeant de l'entreprise. Abus de confiance, la prescription, c'est 3 ans. Donc en juin 1993, il est blanchi, mais quand même, ça l'a marqué profondément. Panama m'a confirmé la famille, c'est surtout un mot qu'il ne fallait pas prononcer à table, sinon on se faisait réprimander. C'était vraiment. Donc ça l'a beaucoup meurtri, certainement. Et il a décidé, au moment des procès de Panama, de se retirer complètement de sa carrière de constructeur. Il a même demandé
à ce que son entreprise, qui s'appelait Gustave Eiffel et compagnie, change de nom. Ça s'appelle Société de construction de Levallois-Perret, qui a eu une activité par la suite. Il y a eu ses ingénieurs qui étaient toujours là, Coquelin qui a pris la direction de l'entreprise, son gendre Adolphe Salle, un polytechnicien qui a aussi à un moment pris la direction. Enfin bon, elle a continué, mais lui, Eiffel, s'en est complètement retiré. Alors vous me direz, le pauvre Eiffel, mais qu'est-ce qu'il va faire ? 93, il a donc 1832, il a 61 ans. Pas encore. Il est jeune. Même par rapport aux standards d'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va consacrer son temps et son argent, parce qu'il en a quand même beaucoup. Outre les propriétés qu'il a, il lui reste quand même pas mal et vit confortablement, à faire des expériences scientifiques, et notamment pour montrer que la tour Eiffel, elle sert à quelque chose. Ce n'est pas juste un monument de foire pour l'exposition universelle, c'est quelque chose qui peut servir. Vous voyez, là, on est au 2e étage de la tour. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Et donc, vous voyez cette espèce d'appareil un peu bizarre. C'est un appareil qui va permettre de tester, en le faisant tomber le long d'un câble du 2e étage, à peu près 140 mètres, de tester l'effet de l'air, de la résistance de l'air sur des formes. Parce que la tour Eiffel, la forme de la tour, le viaduc qui était tombé, etc. Et il va assez vite comprendre que plutôt que de faire tomber des éléments dans l'air, il vaut mieux garder l'élément fixe et faire bouger l'air. C'est pareil. Le résultat, la vitesse relative est la même. Donc pour faire bouger l'air, il faut ce qu'on appelle une soufflerie. Il va construire d'abord au pied de la tour et ensuite rue Boileau, à Paris, que vous voyez ici, où elle existe toujours, et elle est toujours en service. Une soufflerie que vous voyez ici en coupe, en bas. Alors en fait, ce n'est pas une soufflerie, vous voyez le sens de la flèche, c'est un aspirateur. C'est-à-dire que l'air, le gros aspirateur à droite, il aspire l'air, ce qui permet d'avoir un air beaucoup plus régulier quand il est aspiré, un flux qu'on appelle laminaire, c'est-à-dire qui est bien régulier, plutôt qu'un flux qui est déjà turbulent parce qu'il est soufflé. Donc il est aspiré. Et ça va être une forme de soufflerie qui va être d'ailleurs la soufflerie dite Eiffel. Et il va construire ça, il va payer la soufflerie. Et il va dire d'ailleurs au constructeur, parce qu'on est au début de l'aviation, cette soufflerie rue Boileau est inaugurée en 1912, celle du Champ de Mars un peu plus tôt, en 1904. Et il va dire au constructeur d'avions, il y en a beaucoup à l'époque, c'est le début de l'aviation, vous pouvez venir gratuitement dans ma soufflerie. Faites vos essais, il ne faut pas payer, c'est moi qui paye tout, mais à une condition. Vous devinez laquelle ? C'est que tout ça, tous vos résultats soient publics. Et c'est moi qui vais payer en plus la publication des résultats. C'est vraiment du mécénat, ça. C'est de dire, allez-y, ça coûte, c'est moi qui paye, mais par contre, les résultats sont partagés par tous les constructeurs, et tout le monde peut en profiter. Et il va développer donc cette activité autour des souffleries. Il va développer aussi, il va mettre des stations météo sur la tour et dans ses propriétés. C'est pas lui qui invente la météorologie, hein. C'est pas lui qui invente la construction métallique non plus, mais il va comprendre que la météo, elle est liée au. Plus vous avez de stations météo, et aujourd'hui il y en a des milliers dans le monde, il y a même des bouées, des sondes partout. Enfin, c'est comme ça qu'on peut mailler le territoire pour comprendre à chaque instant la vitesse du vent, la température, l'hygrométrie, etc. Il va faire ça. Ça, c'est une vue de lui Eiffel au premier plan. Déjà les cheveux blancs, ses collaborateurs avec qui il va travailler. Il va aller jusqu'à la fin de sa vie quasiment tous les jours, voir les résultats de ses essais, s'intéresser à ça, améliorer les trucs, comprendre comment on peut... Il va même, en 1917, on est en pleine guerre de 14, imaginer un prototype d'avion. Il teste des maquettes, etc. Et il va même réussir à imaginer un monoplan. Vous vous souvenez, la guerre de 14 ? Enfin, vous n'y étiez pas, vous êtes trop jeune, mais pour la plupart, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Bon, c'était des biplans ou des triplans. Vous vous souvenez de ça ? Ces merveilleux fous volants qui volaient dans... Des monoplans, ça n'existait pas. Il a fallu inventer. Et Eiffel est un des tout premiers à comprendre, avec ses essais en soufflerie, qu'on peut faire des monoplans. Et que d'ailleurs, un avion, quand il vole, comme vous le savez, il ne s'appuie pas sur l'air. Intuitivement, c'est ce qu'on pourrait penser. Non, il est aspiré
par la dépression qui se crée au-dessus de l'aile, qui l'aspire et qui le tient suspendu en quelque sorte dans l'air. Un prototype va être construit par Breguet, un célèbre constructeur d'avions, bien sûr. Il y aura même 2 exemplaires. Et puis malheureusement, les avions monoplans sont plus délicats à piloter, ils vont beaucoup plus vite aussi. Et puis le pilote ne maîtrise pas bien l'avion et va s'écraser et se tuer d'ailleurs pendant les essais de l'avion. Les essais vont être abandonnés là. Mais quelques années plus tard, tous les avions seront monoplans. Les biplans vont disparaître. Donc il a été quand même aussi très, très pionnier dans l'aviation. Mais ça ne suffirait pas à démontrer l'utilité de la tour, d'autant plus qu'il avait fait une soufflerie à côté. Ce qui va vraiment sauver la tour d'une façon certaine d'une destruction possible, qui n'était pas certaine, mais qui était possible, puisque la concession de 20 ans, 1889-1909, 1er janvier 1910, la ville de Paris aurait dû récupérer la tour. Au sein du conseil municipal, il n'est pas sûr qu'il y aurait une majorité d'élus pour conserver la tour. Certains auraient pu dire, et probable même, oui, mais la tour, elle a fait son temps. Bon, c'était bien en 89, déjà en 1900, il y avait moins de visiteurs. Pas la peine de la garder ad vitam aeternam. Démolissons-la. Puis peut-être que dans Paris, elle n'était pas encore le symbole qu'elle est devenue aujourd'hui. Démolissons-la. Donc elle n'était pas du tout sûre, et même peut-être probable qu'elle eût été démolie. La galerie des machines, au fond du Champ de Mars, plus grand bâtiment du monde, magnifique, a été démolie en 1910, à peu près. Eiffel avait conscience de ça et il se dit il faut que je trouve absolument une utilité. Et les expériences scientifiques qu'il avait faites ne suffisaient pas. Et là, c'est là qu'un militaire vient le voir, un jeune capitaine à l'époque, un polytechnicien, il y a beaucoup de polytechniciens dans l'armée à l'époque, qui viendra général plus tard, va le voir en lui disant voilà, je m'intéresse à la radio et je cherche un endroit élevé pour faire des émissions de radio à longue distance. Eiffel lui dit ok, c'est moi qui paye tout. Il subventionne l'armée française, il faut bien le dire quand même, pour installer, vous voyez, ces câbles d'antennes qui vont relier le sommet de la tour au Champ de Mars. Il y a une station que vous voyez, le petit carré en bas à droite, qui est installé, qui existe toujours d'ailleurs, qui est installé dans le Champ de Mars. Et le capitaine Ferrier, qui était avant installé au Mont-Valérien, va s'installer là et va réussir à transmettre des signaux à longue distance. Avec les forts de l'Est de la France, c'est notre frontière avec notre ennemi héréditaire, l'Allemagne, héréditaire à l'époque, plus maintenant. Et puis, bien sûr. Et puis aussi, à plus longue distance, plusieurs milliers de kilomètres, avec Bizerte, etc., avec le monde entier. Donc, du coup, la tour devient une structure d'importance stratégique, militaire. Il n'est plus question de la démolir. On a tort de se priver d'une si belle antenne. Et donc, du coup, Eiffel obtient la prolongation de sa concession de 70 ans. Et là, on est en 1908, juste avant l'expiration. Donc 70 ans de plus, ça vous ramène au 1er janvier 80. Bon, Eiffel a vécu vieux, mais son espérance de vie n'allait pas là, donc il était certain que la tour lui succéderait, qu'elle resterait dans l'entreprise. Il a continué à exploiter sa tour avec une société spécifique. Il a même associé à un moment un de ses fils. Il a eu 3 filles et 2 garçons. Il y a beaucoup de petits-enfants aujourd'hui descendants. Il y a à peu près 70, 80 descendants d'Eiffel aujourd'hui. Il n'y a plus de descendants qui portent le nom d'Eiffel, au sens propre du terme. Tous les descendants mâles, entre guillemets, n'ont pas eu d'héritier mâle. Et donc, du coup, par contre, il y a beaucoup de membres de la famille qui ont repris le nom associé d'Eiffel, associé à leur propre nom. Donc, il fait que le nom d'Eiffel est encore là, présent. Et voilà notre ami Gustave Eiffel. Donc c'est l'âge de 91 ans, le 27 décembre 1923, en laissant cette tour qui porte encore son nom, en laissant une œuvre considérable que j'espère vous avoir fait un peu mieux découvrir aujourd'hui, en comprenant que la tour, c'est un peu l'arbre, si j'ose dire, qui cache la forêt de ses réalisations, très importante, peut-être 500 réalisations, et puis surtout, et pas surtout, mais aussi cette carrière de savant, cette carrière de scientifique, cette carrière de mécène de la science. Il s'est intéressé assez à l'astronomie, il s'est intéressé à la photographie, il a fait beaucoup de photos, c'était un peu un médium naissant. Enfin voilà, quelqu'un d'une très grande curiosité, grande compétence, enfin, quelqu'un qui, avec la famille, nous souhaiterions voir un jour reconnu par la nation française comme digne de figurer au Panthéon. Le Panthéon, vous savez, la devise, c'est
La patrie aux grands hommes reconnaissants. Alors, grands hommes aujourd'hui, c'est aussi des femmes, bien sûr, mais voilà, c'est ça le devise. Bon, oui, je pense que la patrie, la France pourrait être reconnaissante à Gustave Eiffel de nous avoir laissé non seulement sa tour, mais une œuvre aussi considérable. Merci beaucoup de votre attention.